Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver ce mardi 23 novembre, quelques jours après la victoire du 15 de France. Évidemment, on va parler de ce fait majeur du week-end dans le monde du rugby. Et pour ça, évidemment, il y aura Kenny à mes côtés. Salut Kenny. Salut Damien, bonsoir à tous. Et à émission exceptionnelle, invité exceptionnel évidemment, on est très content de le retrouver et de l'accueillir dans notre émission. Bonjour Laurent. Salut les gars, salut à tous. Donc voilà, arbitre évidemment semi-professionnel de top 14 et de Pro D2. On en parlait juste avant l'émission. 105 plus de 150 matchs dirigés, 12 ans de carrière. C'est sa dernière saison au sifflet. Donc voilà, c'est un plaisir de l'accueillir. Et puis il fait pas que ça évidemment. Une carrière à côté avec la fondation d'une entreprise JL Boro Nutrition. On en parlera dans la troisième partie de l'émission. Restez bien avec nous parce que ça va être une partie très intéressante. Et il est aussi à la tête d'agence immobilière, si je me trompe pas. C'est C'est ça. ça? Une vie bien Ouais, c'est remplie. ça. Et Kenny, je te propose, comme d'habitude, de nous conter un petit peu le programme de l'émission. Le programme de l'émission, donc on va évidemment commencer par ce match qu'on a eu samedi soir, cette victoire incroyable du 15 de France contre la Nouvelle-Zélande. On va revenir sur le match, sur la forme des Bleus. On va aussi se poser une question. On va essayer de définir le meilleur bleu de cette tournée, si on peut en définir un. Un petit point aussi sur la Nouvelle-Zélande. Quid de la Nouvelle-Zélande, quid de l'état de forme des All Blacks. Ensuite, on va passer au top 14. La semaine dernière, on avait fait un bilan après 10 journées de Pro D2. Ben, cette fois-ci, c'est autour du top 14. Donc voilà, avec Damien, on a sélectionné nos tops et nos flops. Ensuite, une longue interview avec notre invité Laurent Cardona. Et ensuite, on finira par le récap transfert, les principaux mouvements de ces derniers jours. Voilà, le mercato qui va toujours son plein sur la planète rugby. C'est ça. Et évidemment, je préfère préciser de suite, pour la partie top 14, Laurent réagira pas totalement parce qu'il est impliqué et donc on veut pas qu'il se retrouve en porte-à-faux. Donc Mm. évidemment, pour l'équipe de France, il n'y a pas de souci. Pour son interview, encore moins de soucis parce qu'il sera directement au cœur de l'actualité et des questions. Mais pour le top 14, voilà, il sera un petit peu, entre guillemets, mis de côté et il réagira. Il pourra nous dire quelques petits trucs, mais évidemment, on va pas le mettre en porte-à-faux. C'est pas l'idée de l'émission, au Il, contraire. il pensera tout dans sa tête. Il sera un Voilà. truc dans sa tête et puis voilà. Si vous le voyez sourire, il y aura peut-être des éléments de réponse, mais Ouais. c'est tout au Attention, maximum. attention au Plus body malin que ça. language. Attention au body language. Mais donc voilà, Kanye, je te propose, c'est un peu toi le chef du 15 de France. Vas-y, conte-nous un petit peu cet exploit. Oh là là, mais par où commencer? Par où commencer? Le rugby français attendait cela depuis 2009. Euh, C'était la dernière victoire d'un 15 de France à la Nouvelle-Zélande et la dernière victoire d'un 15 de France face à la Nouvelle-Zélande à Paris, c'était en 1973. Et ben, les Bleus ont enfin vaincu les All Blacks à Paris. Donc après 14 défaites consécutives, des défaites parfois cinglantes. Voilà, certaines tournées. On a évidemment encore en mémoire le quart de finale de la Coupe du Monde en 2015 où les Bleus avaient concédé plus de 60 points. Ce samedi soir au Stade de France, dans une ambiance tout simplement indescriptible, comme on a rarement vu lors d'un match du 15 de France, les Bleus ont signé leur plus large victoire face à la Nouvelle-Zélande, 15 points d'écart. Le record était de 14 points d'avance, c'était en 1994. Le score, il a de quoi interpeller quand même. 40-25, les Bleus ont passé 40 points à la Nouvelle-Zélande, 4 essais à la clé, un doublé de Peato Movaca notamment, ont mené les Bleus tout simplement au sommet. Une première période quasi parfaite à 99,9%. On met 0,1% pour des touches perdues. Un courage de tous les instants, des nerfs solides auront été finalement la clé du succès pour ces Bleus face à des Blacks essoufflés avant leur départ en vacances. Les hommes de Gatier ont tout simplement prouvé qu'ils étaient très dangereux et qu'il fallait compter sur eux. Le tout à 2 ans de la Coupe du Monde en France. Et on le rappelle, le match d'ouverture de la Coupe du Monde en France. France-Nouvelle-Zélande, tout simplement. J'ai envie de vous poser une question et je vais évidemment la poser à Laurent Cardona parce que Laurent, tu étais dans le stade au stade samedi soir. À titre personnel, est-ce le plus beau match du 15 de France que tu aies vu? Et bien sûr, le chat, n'hésitez pas à réagir aussi. Est-ce le plus beau match du 15 de France que vous ayez pu voir dans vos souvenirs? Laurent, je te laisse commencer.
Alors très clairement, je vais te répondre oui, parce que dans mes souvenirs, moi, alors j'ai pas tout vu parce que ça fait très longtemps que l'équipe de France tourne, mais oui, je crois que cette équipe de France-là, alors dans le stade, c'est moins évident que devant un écran de télé, bien évidemment, mais très clairement, tu l'as dit, 99,9% de réussite de tout ce qu'ils ont fait, et puis même en termes de stratégie, en termes enfin, c'était ouais, je vais répondre oui à ta question, mais sincèrement, en plus, vraiment, ça fait longtemps. Cette équipe de France fait rêver. Très clairement, il ne faut pas se le cacher. Qu'on soit arbitre, supporter, admirateur, joueur, entraîneur de d'autres clubs, etc. Quand on regarde cette équipe de France, on passe à un moment de rugby extraordinaire devant sa télé ou dans le stade. Et c'est pour ça qu'il y avait quand même plus de 79 400 personnes dans le stade de France. Je crois que les gens ne se sont pas trompés. C'est ça. Et j'ai lancé d'ailleurs un petit sondage dans le chat si vous voulez. Oui, non, est-ce le plus beau match du 15 de France que vous ayez vu? Effectivement, devant l'écran, on était tous un peu comme des enfants, tout se passait bien. L'entame de match, elle était extraordinaire. C'est ce qui a aussi lancé cette ambiance formidable. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, il y a un essai, un molle bien construit. En plus, un truc un peu comme on aime à la française, c'est-à-dire on a d'abord mis entre guillemets le bleu de chauffe et puis après on s'est amusé. Enfin entre guillemets amusé derrière. On s'est un peu fait peur en début de deuxième mi-temps où on a quand même pris 3 essais en 18 minutes. Donc là, ça a pu un peu inquiéter. D'ailleurs, toi qui étais dans le stade, tu as dû le sentir, mais c'était le moment le plus calme finalement, là, de la 45 à la 58. Ça a été, Ouais. tout le monde a eu un peu ce frisson de, des 2 dernières années où on faisait souvent des très bonnes premières mi-temps et on s'écroulait un peu en deuxième. Donc il y a eu cette peur, puis au final, les Bleus ont repris le dessus. L'agressivité de la troisième et de la deuxième ligne a été quand même assez, enfin même du pack d'avant a été quand même assez fabuleuse. Donc voilà, il y a que des points, enfin il y a beaucoup de points positifs. Comme tu l'as dit, Kenny tout à l'heure, le point négatif c'est un petit peu la touche où on a un petit peu été en difficulté, notamment en première mi-temps. Mais c'est voilà, sur la première mi-temps en tout cas, c'est vraiment le seul point négatif. Ouais, parce que moi, franchement, ce que je retiens de la première mi-temps, c'est pour ça, voilà, je dis une première période à 99,9%, parce que voilà, hormis ces deux ou trois lancers qu'on perd, euh, c'est incroyable, c'est insolent la réussite qu'on a. On est ultra réaliste. Voilà, c'est 3 fois on vient dans le camp on vient dans les 22 Néo-Zélandais, 3 fois on marque un essai. Et c'est vraiment dingue. Et toutes les fois où on a eu ces problèmes de réalisme durant plusieurs années, où on passait un nombre incalculable de minutes dans les 22 adverses sans rien marquer. Et là, face à peut-être c'est ce qui se fait de mieux sur la planète rugby, tu arrives à être tueur. C'était insolent. Franchement, la réussite de l'équipe de France a été insolente. Alors, c'est vrai que moi, sur le début de deuxième mi-temps, je me suis dit, OK, bon, ben, on a perdu le contrôle du match, tout simplement. J'ai d'ailleurs rapidement tweeté, je me suis dit, c'est bon, on va tout gâcher. Et puis, quand même, là, j'ai envie d'interroger Laurent sur l'instant de la relance de Romain Tamac. Est-ce que tu as senti un truc dans le stade? Parce que clairement, on le voit beaucoup, c'est peut-être le tournant du match, Oui. c'est la relance de Romain Tamac. Et à la fin de l'action, il y a carton jaune pour les Néo-Zélandais et pénalité pour et 3 points supplémentaires pour les Bleus. Raconte-nous l'ambiance dans le stade à ce moment précis de la relance de Romain Tamac. Alors, juste pour revenir sur le moment où tu dis où on perd le contrôle du match, tu as raison. Je ne pense pas que c'est les Blacks qui ils sont montés d'intensité un peu en deuxième mi-temps. Ils ont dû se faire rotofiler dans les vestiaires, c'est sûr et certain. Parce qu'on Ouais. peut pas sortir, on peut pas être All Black et sortir d'une prestation comme ils ont fait avec le nombre de fautes de main, le nombre de ballons perdus incalculable, etc., etc. Donc, forcément, ils sont rentrés avec plus d'agressivité en deuxième mi-temps. Bon, après, c'est des pros, on n'a pas besoin de leur crier dessus pour qu'ils comprennent que ça va pas. Mm. Et je trouve que c'est nous qui avons perdu le contrôle du match. On loupe cette touche qui doit être facile à apprendre, alors que Jaminet était presque parfait. Alors que si on a touche, il y a touche pour nous, etc., etc. Et là, tu vois, c'est 2-3 points qu'il faudra à tout prix corriger pour ne pas les reproduire dans des événements importants comme la Coupe du Monde qui arrive, au tour de destination, etc. Mais la relance de Romain Tamac, alors là, très clairement, c'est le jeu à la française. C'est le French Flair parfait. C'est le truc qu'un Britannique ne tenterait pas parce que c'est hors cadre, quoi. Parce que c'est vraiment le. Il n'y a pas de stratégie là. C'est vraiment la sensation du joueur. Alors j'ai lu une interview de Romain Tamac. Je crois que c'était aujourd'hui où il explique un peu.
il explique, mais ça je l'avais déjà entendu de la bouche de Cédric Emmens, il explique qu'à Toulouse, c'est souvent qu'ils se mettent en pression comme ça, et c'est souvent qu'ils se retrouvent en infériorité numérique volontairement, où le coach sort 2 joueurs et ça joue à 13 contre 15, et ils ont l'habitude de travailler ce genre de choses. Alors, le French Flair, c'est de l'intuition française, mais il y a aussi du travail derrière, parce qu'il sent le truc, quoi. Et puis la confiance, il a énormément confiance avec en les joueurs qui l'entourent. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va avoir du monde. Il dit, je vais avoir du monde, j'en suis sûr. C'est-à-dire que j'ai confiance en mes coéquipiers. Et ça n'a pas de prix, quoi. On sent qu'il y a une cohérence dans cette équipe de France. Et elle existe. La preuve, c'est ce genre de relance. C'est ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur Twitch et qui viennent de le voir, là, j'ai mis la relance, la France Rugby qui l'a retweeté aujourd'hui, enfin, qui l'a diffusé. La relance sur tous les angles possibles et inimaginables de caméra ce week-end. Et ça, c'est exceptionnel. Ah, mais elle a On fait le tour voit. du monde, cette relance. Elle a fait Ah, le tour du monde. Exactement. D'ailleurs, l'Autumn Nation Series, là sur Twitter, ils ont épinglé la relance, genre comme le tweet le plus important de leur chaîne. Donc c'est la preuve, elle fait le tour du monde, elle est incroyable. Il y a tout, en fait, il y a tout. Et comme tu as raison, je vais même pas en rajouter par rapport à ce que tu as dit, Laurent. C'est ça, c'est qu'il y a tout. Il y a tout ce qui ressemble au rugby français finalement dans cette relance. Et il manquait juste là, pour la perfection absolue d'une action, c'est que ça aille quasiment au bout, mais au final, on n'est pas loin de ça. Donc, parce qu'il y a l'essai de Penaud pas longtemps après. Donc, mais c'est là, on marque un essai directement sans se faire arracher le ballon entre temps. On sort. Je pense qu'il nous rajoute encore des points au championnat, au Mais championnat on du a des monde. situations comme ça, par contre, tu vois, dans les matchs moins complets de l'ancienne génération, les Philippe Saint-André, etc., etc. Enfin, moi, j'ai des exemples d'essais, de relance n'importe folle dans le but, où où le French Flair français est devenu. Mais j'ai envie de dire, le French, c'est très latin, quoi, cette façon de faire. Les Argentins sont capables de faire ce genre de choses, de relancer des trucs complètement impossibles. Voilà, c'est très latin. On aime, comme je disais tout à l'heure, il y a un cadre, et nous, on aime marcher à côté du cadre, et ça nous plaît énormément. C'est dans le désordre qu'on est les meilleurs. Alors que le Britannique, de par nature, est très cadré. Il va être capable de suivre un schéma de jeu pendant 80 minutes sans sortir d'un seul pied, quoi. L'Irlande. Ce qui change dans notre rugby de l'équipe de France, c'est comme on arrive à garder ce cadre beaucoup plus longtemps que ce qu'on a pu le faire. Et c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui a changé quand Fabien Galtier dit que l'équipe de France a passé un cap. Je crois que c'est de ce cap-là qu'il parle. C'est-à-dire qu'on est capable de maîtriser une stratégie pendant très longtemps dans un match et on ne se perd pas justement à vouloir faire des choses hors cadre. Mais de temps en temps, il y a cette lumière qui s'allume et bim, c'est parti. Et on retrouve les Français dans leur splendeur. L'instinct finalement, cet instinct latin qu'on a qu'on a en nous finalement quand on joue au rugby. Je pense qu'on a tous un petit peu connu ça ici. On a tous joué au rugby. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a un truc qui se débranche un petit peu avec on va dire ce qu'on doit faire, et puis on le fait à l'instinct, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais quand ça marche, ça donne des actions comme ça, et on se régale dessus, nous maintenant à les regarder. Voilà. Donc là, vous avez sur le live des petites photos, voilà, du match. Là, il y a Antoine Dupont avec la coupe. Voilà, c'est pour se régaler. Ça aussi, c'est une coupe qui ça fait très longtemps qu'elle n'était pas venue, depuis 2009, c'est ça, qui était Ouais, pas le venue en trophée France. Gallagher. Donc ça fait bien plaisir. Euh, Mais on va revenir sur. après, Vas-y, juste le truc par rapport à la relance, c'est surtout tu fais ça tu fais pas ça je vais arriver face à n'importe qui. Tu fais ça face au Black. Le pauvre Jordi Barrett, il se fait prendre de vitesse, il prend je sais plus quel autre joueur néo-zélandais prend un raffut dans les dents. Enfin voilà, tu fais pas ça face à des joueurs, voilà, tu fais ça vraiment face à des stars. Et c'est encore plus impressionnant, quoi. Les Bleus parce que l'action se finit donc à 5 mètres, c'est Cameron Wauki qui est arrêté à 3-4 mètres de la ligne. Donc tu relances en quelques phases de jeu, tu as fait une relance de 100 mètres face aux Néo-Zélandais. Et c'est pour ça que, franchement, ça aurait été dingue parce que après la victoire en 94, on aurait pu encore avoir un essai du bout du monde. Et celui-là, je pense qu'il aurait été encore plus beau. Et il était faisable, hein. C'est juste qu'Amrano qui se trompe de choix alors, justement, il y a un débat là-dessus. Désolé, alors que c'est un excellent joueur et j'ai pas de. Mais sur cette action-là,
Il y a largement de quoi autre chose à faire que de revenir péter sur un black. C'est ça. Mais après, il est en deuxième ligne, il faut lui pardonner. On lui a dit Ouais, deuxième ligne, il faut ouais, non, vraiment non, mais encore plus débrancher les neurones que d'habitude. Donc voilà, ouais, non, c'est. non. Non, mais Il oui, faut oui, dire, mais il y effectivement. avait un autre choix de jeu Ah encore oui, plus intéressant qui aurait pu aboutir à un essai, comme tu l'as dit, absolument magnifique. c'est Celui-là, il ça. rentre dans les annales et tu en entends parler pendant 100 ans. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. C'est ça. Mais Mais d'ailleurs, après tu voilà, c'est parlais vrai que de Jordi Barrett, Kenny. C'est vrai qu'il a vécu quand même une soirée assez oh difficile au ouais, Stade de oh. France. On parlera un petit peu des Blacks après, Mm. justement. Mais Kenny, tu voulais un petit peu rebondir sur, voilà, un peu élire on va dire, à l'américaine, le MVP de la tournée, le meilleur joueur de la tournée. Alors, il y a plusieurs choix qui se dressent. Il y a Peato Movaca, forcément, pour le nombre d'essais qu'il a inscrit sur cette tournée. Si je ne me trompe pas, c'est 5. Oui, c'est ça. Une manita pour lui. Il y a Antoine Dupont, évidemment, qui a été un capitaine exemplaire dans le jeu et même dans le discours. Moi, je l'ai trouvé plus libéré. Ça l'a peut-être même aidé ce poste de capitaine. Puis après, Cameron Wauquiez qui a été aussi très bon. Et évidemment, Melvin Jaminet qui, du haut de ses 6 sélections et 22 ans, mais déjà à 89 points inscrits. Il y a eu un article dans Actu Rugby aujourd'hui. 89 points inscrits pour lui. Moi, ça va être lui mon MVP de suite. C'est 89 points inscrits en 6 sélections. C'est jamais arrivé. Euh, Avant, le deuxième, c'est 42 points en 6 sélections, le record. Donc il est sur des traces de Ah battre oui. Frédéric Michalak très rapidement. Ça pourrait être fait au bout d'une trentaine de sélections s'il reste sur ce rythme-là. Alors évidemment, peut-être pas qu'il ne fera pas 14 points de moyenne sur chaque match, mais c'est assez impressionnant. Voilà, ce stade, je l'ai vu. Et la maturité qu'il a face aux Perches à 22 ans, contre des Blacks, contre des grosses équipes, moi je trouve ça quand même assez hallucinant. Voilà, faut rappeler qu'il a 22 ans et qu'il a même pas une saison de top 14 dans les jambes. Non, mais voilà, moi, c'est ce que j'entendais. J'avais écouté après le match un débrief sur RMC. Et ce gars, on a l'impression qu'il ressent pas la pression. Déjà, la sérénité qu'il avait affichée, on en a parlé plusieurs fois lors de cette tournée incroyable en Australie où, franchement, ouais, il était serein et tout, alors que le gars n'avait pas un match de top 14 dans les jambes. Il avait juste joué en Pro D2. Et c'était assez impressionnant. Et c'est vrai que la stat que tu dis, 89 points, donc il me semble qu'il en marque 20, il en marque 20 samedi soir. Dans ces Donc eaux-là. J'ai pas le chiffre 40 exactement. moins les 4 essais, ouais, c'est ça, il en marque 20. Mais non, mais il est bluffant. Ce joueur est vraiment bluffant. Et pourtant, on l'avait dit que depuis le début de la saison, en top 14, il fait pas vraiment de différence. Voilà, c'est pas le meilleur catalan depuis le début de la saison, mais il faut croire qu'en équipe de France, il arrive vraiment à se sublimer. Ah, alors, déjà, c'est un garçon qui a pas qu'un seul pied. Parce qu'on a connu de grands joueurs qui avaient qu'un pied, et qui dans le jeu n'apportaient absolument rien à l'équipe. Alors que là, on n'est pas dans ce cas. Après, Mm. à Perpignan, pour les avoir arbitrés 2 fois cette année, euh, il apporte quand même de la vitesse, il apporte quand même des choses très intéressantes. Alors, c'est peut-être pas le meilleur, je ne sais pas sur quoi on se base, mais il crée quand même la différence quand il est à l'arrière à Perpignan, où voilà, il apporte énormément de vitesse et de relance un peu voilà, assez structurée. Quoi. Moi, je trouve, Tu veux dire qu'il te fait courir en tant qu'arbitre? ça va beaucoup Il est courir, assez ça va bien. surprenant. Alors, je trouve voilà, intéressant à Perpignan, clairement. Ah, mais c'est vrai avec l'équipe de France. Et toi, Kenny, je pense que ton coup de cœur, on en parlait, c'est peut-être Movaka. En plus, avec ces images euh, magnifiques dimanche, samedi, pardon, à la fin du match, où voilà, il y a une histoire en plus d'un match. Voilà, il y a une histoire dans ce match, quoi. Oui, 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 c'est son père, c'est l'équipe favorite de son père parce qu'il a donc des origines polynésiennes, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, et puis ouais, on a vu cette interview à la fin du match où il était en larmes, où il ne pouvait pas sortir un seul mot, et puis il a préféré couper court à l'interview. Ça, Ouais, Céline a très bien géré d'ailleurs. Elle a respecté c'était, ça, c'était ouais, plutôt. bravo Elle à a elle. Ouais. évité un malaise, quoi, et elle a très bien fait. Non, bravo à elle. Mais voilà, non, c'est merveilleux. Et franchement, c'est la belle histoire. Mouvaka, voilà, si Marchand n'était pas forfait, encore une fois, Mouvaka était sur le banc. Donc, bah, deux fois sur le banc, une fois titulaire. Et franchement, il a bonifié la moindre minute qu'il a pu passer sur cette tournée d'automne. C'est juste impressionnant.
Après, bon, voilà, il a été aidé par un paquet d'avant. Hein. Sur les 5 essais qu'il marque, il y en a 4, c'est sur des molles. Hein. Donc voilà, voilà, les talonneurs ont souvent cette chance d'être à la sortie, d'être à la finition des molles. Je calcule pas, il me semble que Dan Coles, justement, qui était le talonneur titulaire samedi soir, il me semble que sur la saison de Super Rugby, il met 2 triplés ou quelque chose comme ça. Alors, pour un talonneur, c'est assez rare, mais pourtant, voilà, il est toujours là. Donc ouais, Movaka pour moi, mais moi j'ai aussi envie de dire, c'est un joueur dont on parle pas beaucoup, mais qui vraiment est ultra solide. J'ai quand même envie de ressortir les performances de Cyril Bay, parce que franchement, à chaque fois, il avance. Il se démène tout le temps. Et voilà, il arrive toujours à échapper à minimum un plaquage. Il est toujours dans l'avancée, il est toujours là au soutien, il est très actif. Il a des mains, il arrive quand même des fois à faire vivre après lui. Donc voilà, franchement, Cyril Bay, qui de match en match verrouille encore de plus en plus le poste de pilier gauche. Je pense que voilà, la place, il est en train de se faire une bonne place au chaud dans le pack français. Laurent, peut-être une réaction ou un joueur, toi, qui t'éblouit, entre guillemets, avec l'équipe de France, qui se sublime avec ce maillot? C'est super compliqué parce que Ah oui, mais on n'a jamais dit que c'était facile, hein. je les trouve tous presque aussi exceptionnels les uns que les autres. Je crois que Jaminet reste quand même ouais, par son parcours. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es allé en Australie sans avoir joué un seul match top 14. Il est en toute légèreté, quoi. Il assume cette responsabilité, il assume plein de choses pour un garçon qui a que 22 ans. Et ouais, ouais. Après, je pourrais en citer plein. Et tu me demandes d'en sortir un, je t'en sors un, mais c'est voilà, des joueurs qui ont accepté de finalement presque changer de poste. Je pense à Woki et qui s'est intégré parfaitement dans son rôle. J'aurais voulu voir Sekou Makalou beaucoup plus que ça. Parce que je pense qu'il n'a pas tout montré, parce que c'est un joueur de talent. J'aurais aimé le voir à l'aile. Ça m'aurait fait kiffer de le voir à l'aile en équipe de France. J'aurais adoré ça. Je pense que ça trottait dans la tête de Fabien Galtier, il me semble. Donc, voilà. Mais on a pu en citer plein. Mais Jaminet reste quand même de part, voilà, le tournoi d'Australie, son histoire, etc., etc. Ça reste quand même. Et puis l'humilité du garçon est absolument extraordinaire. Ça s'entend et c'est vrai que j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone lors d'un stage au Midi Olympique et c'est vrai que alors il n'en était pas là, il était à peine en train de percer en Pro D2, c'était à ses tout débuts, mais tu sens quelqu'un de calme, de humble et mais par contre qui a envie d'aller de l'avant tout le temps et ben voilà de prouver qu'il est très fort et ce qu'il a fait la saison dernière, effectivement comme tu disais l'Australie plus maintenant le début de saison et ces tests de novembre c'est assez exceptionnel. Mais par contre une équipe où on commence un peu à s'inquiéter c'est le All Black Kenny. Oui, la Nouvelle-Zélande, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les All Blacks? Il semble quand même légitime. Je pense qu'il semble quand même légitime de se poser la question. Quand on voit le bilan des hommes de Ian Foster sur cette année 2021, 12 victoires, 3 défaites. Alors, certes, 12 victoires, 3 défaites, certaines équipes prendraient, mais alors à l'échelle des All Blacks, c'est le pire bilan des All Blacks depuis 2009. Tiens donc, année de la dernière victoire des Bleus, on l'avait dit, face aux Blacks. Mais plus globalement, depuis le début du mandat Ian Foster, qui avait succédé à Steve Hansen après la Coupe du Monde 2019, c'est la 5e défaite en 21 matchs pour les Blacks. Bon, voilà, cette saison, quand même, les Néo-Zélandais ont voilà, les scores à 2 reprises. Les Blacks ont passé 100 points à leurs adversaires en quelques mois. C'était contre les Tonga début juillet et contre les États-Unis à la fin du mois d'octobre. Mais voilà, sur les gros matchs en jeu, on a eu un match cette saison donc en Afrique du Sud, une défaite à la toute dernière minute sur une pénalité 22 mètres face au Perche. Contre l'Irlande, où là les Anglais sont vraiment tombés face à une équipe irlandaise qui là aussi avait quasiment un match parfait. Et là, face Les All aux Blacks, Bleus, pas les Anglais. T'as dit les Anglais. les Irlandais, autant pour moi. Est-ce que, selon vous, la Nouvelle-Zélande est en perte de vitesse ou est-ce qu'il faut juste mettre ça sur le compte de, évidemment, la fin de saison,
Ça faisait depuis début février que les joueurs étaient sur le qui-vive entre les différents Super Rugby et les différentes tournées. Voilà. Est-ce que c'est juste de la fatigue ou est-ce que le problème commence à devenir un peu plus profond? Je vais juste préciser qu'ils ont quand même marqué 100 essais dans la saison, ce qui est pas mal. Oui. Voilà, donc c'était juste la petite précision parce que je sentais que j'allais l'oublier, ce serait dommage quand même de préciser. Ils ont Mais quand même voilà. sur une année passé 100 essais, donc c'est quand même quelque chose. Mais moi je suis Mais curieux tu d'entendre disais, l'avis pardon, de Laurent qui doit aimer forcément le jeu des Néo-Zélandais. Donc Ouais, voilà, en tant quand on aime le qu'amateur de rugby, rugby, forcément, voilà, c'est ça. quand on aime le rugby, on aime les Blacks. Je veux dire, on peut Mm. passer à côté, c'est impossible. Moi, je crois que surtout que les nations d'Europe sont en train de monter en puissance. Que perdre en Irlande pour les Blacks, c'est pas la première fois déjà, parce que j'étais sur la dernière défaite à Dublin, j'étais dans le stade. Donc je me souviens très très bien de la victoire des Irlandais. Euh, et la France monte en puissance aussi. Bon, on va pas quand même s'enlever qu'ils étaient anormalement, ils faisaient des fautes de main, ils ont perdu anormalement trop de ballons. Mm. On va pas se l'enlever, ça. C'est pas habituel pour les Blacks. Alors oui, quand ils viennent en tournée européenne de novembre, ils sont eux en fin de saison, contrairement à nous qui la débutons à peine. Donc on va pas se l'enlever, mais il y a eu d'autres cas comme ça où on a perdu largement, même en fin de saison et même contre des Blacks soi-disant fatigués. Donc on peut dire que oui, ils ont fait trop de fautes de main, ce qui est complètement anormal pour les Blacks, mais on peut aussi dire que les équipes du Nord, je pense, aujourd'hui ont un rugby différent qui font déjouer les Blacks. Et, euh, et voilà. Et donc je ne mets pas tout sur la fatigue des Blacks, je pense que je mets plutôt tout sur la performance des Irlandais et des Français. Parce que les Irlandais font peur. Hein. Vous avez vu jouer contre les Blacks, ce sera une belle équipe du tournoi Mm. Destination encore une fois cette année. Ouais, les Irlandais qui ont passé quasiment 60 points à l'Argentine, d'ailleurs, ce week-end. Ce qu'on n'a pas fait nous. Hein. Nous, on a eu du mal contre les Argentins. Alors, les Argentins sont notre bête noire. Des Latins contre des Latins, on s'en sort pas. Quoi. On, dire, Oui. clairement, on s'en sort Non, mais pas et c'est comme ça depuis des années. Ils nous ont fait déjouer en match d'ouverture de la dernière Coupe du Monde en France. On s'en souvient tous. Hein. On a tous mal au cœur de ça. Donc voilà. Mais c'est les Argentins, ils sont comme ça. On n'aime pas jouer nos semblables parce qu'on est comme eux et voilà. Et du coup, on se perd. Quoi. Ça, moi, j'avoue que j'ai pas trop d'avis. J'étais surpris du fait que ça faisait 3 mois qu'ils étaient ensemble, les Néo-Zélandais quand même. Début juillet. Parce que Humainement, c'est effectivement, long. ils ont pas de championnat à ce moment-là. Donc ils ont clairement manqué de rythme. Ils ont fait un match en plus contre les États-Unis bah, qui servait pas, enfin, qui a pas servi à grand-chose, plus une exhibition pour les Américains qui étaient dans la tribune entre guillemets pour vendre un gros programme parce que entre guillemets il y a pas grand-chose en face du côté des Ouais, c'est un match États-Unis. business. Hein. Voilà, C'est un c'est match ça, business. c'est clairement ça. Quand on voit ils ont joué sur un grand stade de football américain pour faire venir un maximum de monde, vendu dans une grosse télévision américaine. Donc c'était que pour l'argent et en même temps, eux, ça leur permettait de courir un petit peu et de faire un toucher contre les États-Unis, entre guillemets. Puis après, forcément, quand arrive l'Irlande, la France, c'est un autre niveau. L'Irlande a été assez impressionnant. C'était un match assez fou et d'ailleurs. La semaine dernière, on parlait un peu pas de match de l'année, mais presque parce que tout était complet. C'était un match ultra complet. Ils Et ne là, sont c'est pas vrai que désunis, les Irlandais, c'est contrairement aux ça. Français en début de deuxième mi-temps. Les Irlandais ne sont pas désunis, ils ont été continus sur 80 minutes. C'est ça. Et la France, à part ce trou d'air d'une vingtaine de minutes en deuxième mi-temps, ils ont réussi le match parfait avec une entame parfaite qui les ont mis forcément en confiance et qui leur a évité de douter. Donc voilà. Kenny, tu voulais parler un peu de la presse néo-zélandaise qui a forcément été très douce avec les All Blacks. Alors, elle a été, oui, on va dire ça, mais elle a aussi quand même bien, je vais dire, adoubé la performance des Français. Mais voilà, je vous prends quelques exemples. Grégor Paul, chroniqueur rugby au New Zealand Herald. Les All Blacks ont un certain nombre de problèmes indéniables, dont beaucoup sont trop profonds pour être attribués à la fatigue à la fin d'une année difficile. Évidemment, il y a encore le contexte de Covid. Mais voilà, chez les Néo-Zélandais, on trouve que ça commence quand même à être. Voilà, le problème me semble vraiment profond. Un plan de jeu qui est confus.
les failles que la France a exposées ont été exploitées trop souvent cette saison, ce qui laisse de grandes inquiétudes quant à la capacité des All Blacks à résoudre les problèmes d'une semaine à l'autre, estime un autre chroniqueur du New Zealand Herald. Et on s'interroge aussi sur le timing de la prolongation de contrat de Ian Foster. Parce qu'au départ, Ian Foster avait été engagé pour 2 ans. Il a été prolongé l'année dernière, en 2020, jusqu'à la Coupe du Monde 2023. Et finalement, Chris Ratu du New Zealand Herald qui s'interroge, on aurait dû attendre à la fin de la tournée au Nord pour faire la meilleure évaluation possible sur l'opportunité de prolonger son contrat. Il y a quelques lignes de faille majeures dans cette équipe, des fissures qui ont été élargies par de mauvaises décisions de coaching. Voilà, c'est l'ambiance, on commence vraiment à s'interroger du côté des Néo-Zélandais, et je pense encore plus quand ils voient que le premier match de la Coupe du Monde, c'est bien sûr ce France-Nouvelle-Zélande en France dans 2 ans. Voilà, on se commence vraiment à s'interroger, mais voilà, les Blacks n'étaient vraiment pas à la hauteur, mais certains ont aussi, certains médias ont aussi qualifié la prestation française de, je cite dans le texte, fantastique. C'est pas tous les jours qu'on a ça, surtout de la part des médias néo-zélandais. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur cette rencontre, et effectivement, on était très enthousiaste, très enthousiaste, pardon, sur cette rencontre. Énorme. Et on a fait une belle page sur ce match. On va passer un peu plus rapidement sur le bilan qu'on tire du top 14 après ces 10 journées déjà passées, donc 10 matchs. 10 matchs par équipe. On a choisi avec Kenny un top, un flop, voilà, de ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Évidemment, je le répète, mais on posera pas forcément de questions à Laurent Cardona, hormis des questions un peu plus légères, entre guillemets, peut-être sur le public ou autre chose, mais pas sur, évidemment, pas sur le jeu en lui-même, etc. Parce qu'il est quand même au sifflet tous les week-ends. Il sera au sifflet samedi soir L'année prochaine. de Toulouse Brive. Donc voilà, à la limite, on l'invitera en fin de saison, il pourra lâcher, il videra son sac. Et là, ça sera, là, on fera 1 heure sur le top 14. Il va pouvoir tout nous dire, même sur la Pro D2. Mais là, on va éviter qu'il puisse finir quand même sa dernière saison C'est mieux. en vivant quand même bien, en évitant de prendre des bouteilles d'eau ou de se faire siffler dès qu'il rentre sur la pelouse. On va essayer d'éviter ça. Des bouteilles d'eau, ça c'est au foot, ça. C'est pas... Ouais, c'est pour ça. Mais on sait jamais. On sait jamais. Il y en a aussi dans les stades de rugby. S'ils ont vu l'image, ils peuvent être intéressés. Donc, je préfère éviter. Voilà, j'espère que non. J'espère que ça va pas toucher. Non, Ça va normalement pas non, toucher mais les on sait supporters du jamais. rugby. Laurent, Ouais. t'es bien placé pour savoir que des fois, il y a des supporters. Ça a pu déjà arriver. Il y a déjà eu des histoires. On va éviter de trop en parler aujourd'hui. On est dans une émission où on essaie d'être plutôt positif. Donc, il y a toujours des dérives. Mais voilà, on va essayer d'éviter ça et éviter qu'il y ait trop de problèmes jusqu'à la fin de la saison. Le problème, c'est que certains, pour un match à 15h, ils font l'apéro depuis 11h. Si tu veux. C'est ça. Mais ça, ça, c'est la programmation qui est mal faite. Hein. Le match à 21h, l'apéro il commence à 18h, c'est le jeu. C'est trop tard. C'est ça. Mais du coup, Kenny, toi, on va commencer par le négatif, comme ça on passe un peu rapidement. Le Racing, tu m'as dit. Voilà, j'ai spoilé ton équipe. Ouais, le Racing en flop, tout simplement, lors des previews que l'on avait fait, donc c'était notre première émission sur cette chaîne, j'avais mis le Racing en tête du classement à la fin de la saison. Comment dire? Je commence peut-être à regretter un peu mon choix, parce que, hormis franchement, pour moi, le match référence du Racing, c'est la première journée, le derby parisien, où franchement, on a vu des Racingmen, on voyait des Racingmen vraiment déjà très bien rodés au bout d'une journée, qui s'étaient super bien trouvés, qui produisaient de très belles choses. Et depuis, franchement, ça coince vraiment. Il y a eu des défaites à domicile, notamment, moi j'ai en mémoire celle contre Montpellier, où franchement les Racingmen ont vraiment été dans le dur. Là, le Racing est 5e du top 14. Mais c'est vraiment, en soi, à l'échelle, je pense, des ambitions du Racing, c'est un début de saison assez compliqué. On ne les attendait pas vraiment là. Alors bien sûr, il y a quand même pas mal de blessures côté Racingmen, mais ça n'explique pas tout parce que j'en parlerai pour mon top.
Mais voilà, par exemple, c'est assez dingue ce qui se passe au poste de demi-mêlée quand même chez les pauvres Racingmen qui perdent Eri Barren et Le Garec coup sur coup. Mais voilà, le Racing, par rapport à ce qu'ils nous avait montré déjà la saison passée, où voilà, ils échouent en demi-finale, mais c'était quand même une saison assez costaud, même s'ils avaient quand même manqué les grosses échéances. Mais là on les sent vraiment dans le dur. On n'a pas un Racing complètement libéré. Cette réception de Lyon où vous mettez 3 essais en 12 minutes et après, plus rien. Donc voilà, il y a vraiment un manque de constance dans le jeu du Racing auquel il faudra vite remédier pour ne pas se faire peur, hein. Les ambitions du Racing, elles sont claires, hein. C'est champion de France, hein. Ça, c'est non négociable, c'est champion de France, c'est champion d'Europe. Donc il faudra vite se réveiller pour les Racingmen s'ils veulent atteindre ces objectifs. Moi, avant de passer à mon flop, je vais expliquer à Laurent, en fait, au début de saison, avant que le championnat commence, on a mis une petite boule de cristal, on a regardé les effectifs un petit, puis on s'est amusé à faire deux live Twitch, les 7 premières équipes, 7 dernières équipes, entre guillemets, et on a fait une sorte de prévision, une preview un peu à l'américaine, où, entre guillemets, où ils choisissent un petit peu voilà, le classement final avant que la saison débute. Voilà, du coup, on rigole un petit peu à faire des petits bilans de là où on en est. Et pour l'instant, on n'est pas bon, je te le dis. Bon, on pour n'est pas l'instant, bon, hein. pour l'instant, on n'a pas eu Ah, le bah, nez creux là sur je te le. rassure, moi je suis totalement nul en pronostic. Ah, Donc, c'est ça. alors là, Donc si tu voilà. as besoin de savoir un score d'un match, tu m'appelles. Je fais l'inverse de ce que je viens de te raconter parce que j'avais dit que l'équipe de France gagnerait, mais de 2 points, quoi, tu vois. J'avais mis un 29. Non, j'avais mis un. Non, 3 points, 22-19, j'avais mis, tu vois. Ah, mais au moins, tu avais mis la victoire de la France. Ah, c'est dur Ah, de quand faire, même. c'est dur Ça. de faire Ah, l'inverse. je pouvais pas faire autrement. C'est ça, Je suis français avant tout. Même si c'est totalement déraisonnable, je les mets gagnants quand même. c'est ça. Et Mais du là, coup, c'était pas déraisonnable. mon petit flop, c'est Toulon. Ils sont 12e de top 14. C'est la deuxième pire attaque du championnat. Donc déjà, ça, c'est des petits trucs qui surprennent. Puis voilà, c'est un début de saison chaotique. Je vais faire assez vite. Il n'y a que 3 victoires, un nul, 7 défaites. Il y a eu un changement d'entraîneur avec l'arrivée de Franck Azema une journée avant la pause, donc on a pas eu 2 journées avant la pause, pardon. Euh, donc on n'a pas eu trop le temps de voir sa patte, et là on va peut-être voir un petit peu mieux. Donc c'est une inquiétude parce qu'on n'attend pas le club varois à ce niveau-là. Mais voilà, je suis pas non plus extrêmement inquiet, mais je les ai mis un peu en flop aussi parce que voilà, par rapport à ce classement, je les avais positionnés quatrième, ils sont 12e, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est juste pour ça que je les ai mis, parce qu'ils sont loin de là où je les attendais, et on va attendre avec Franck Azema les améliorations. Ils joueront contre Lyon, qui sera mon top. D'ailleurs, je vais de suite faire mon top. Euh, Quelle Moi, transition. sur le coup, pour Lyon, voilà, c'était exactement l'inverse de Toulon. J'étais pas optimiste forcément pour l'équipe. Je trouvais qu'elle avait pas beaucoup bougé, qu'elle avait perdu à certains endroits. Et au final, ben, ils me surprennent agréablement. Ils sont quatrième de top 14 pour l'instant, avec 5 victoires, 5 défaites. En sachant que le top 14 c'est extrêmement serré pour l'instant. Après seulement 10 journées, il y a beaucoup d'équipes à l'équilibre ou presque, ou alors un petit peu mieux. Donc voilà, mais ils vont devoir. Voilà, j'avais mis que les hommes de Pierre Minoni vont vouloir rester dans ce top 6 pour se racheter surtout de la saison dernière où ils n'avaient pas joué les phases finales. Et on sait que Pierre Minoni, c'est un gagneur, c'est un homme de caractère quand il a des objectifs, il veut les tenir. Et donc voilà, on les sent bien partis en tout cas avec un bon cadre de jeu. Et pour toi, ton top, c'est Montpellier qui semble un petit peu revivre après une saison un peu compliquée. Ah ouais, encore une fois, là, on revient sur la saison dernière. Tu es revenu sur la saison dernière de Lyon. Bah, c'est la même chose du côté de Montpellier. On voyait vraiment des Montpelliérains qui étaient vraiment dans le dur. Et finalement, bah là, cette saison, on a un nouveau Montpellier. Alors, j'avais parlé des blessures au Racing. Il y a énormément de blessures à Montpellier, mais le truc, c'est que bah, les Montpelliérains arrivent quand même à s'en sortir. Avec une quinzaine de blessés, Montpellier arrive à exister. Très bien placé, hein, troisième du championnat derrière le duo Toulouse-Bordeaux-Bègles. Donc voilà, c'est vraiment très bon le début de saison montpelliérain, je trouve. Je crois que je l'avais mis 7 ou 8e sur les previews, donc voilà, au-delà de mes espérances. Mais ça fait plaisir quand on voit la situation de Montpellier la saison dernière. J'avais couvert Montpellier Racing quand les Racingmen gagnent la saison dernière, quand les Racingmen gagnent d'un ou deux points dans les dernières minutes, où c'était assez serré.
Et on voyait vraiment un Philippe Saint-André sans solution, qui avait d'ailleurs confié par la suite que l'après-match de ce match-là spécifiquement avait été très très dur. Et puis voilà, franchement, c'est une belle revanche qui est en train de prendre Montpellier, en espérant que ça puisse, que ça puisse tenir, hein, qu'ils puissent garder ce cap-là. Et mention spéciale quand même, moi, aux joueurs à suivre que j'avais mis lors des previews, Zach Mercer, le troisième ligne anglais, qui est bluffant, tout simplement, qui s'est ultra bien acclimaté à Montpellier au top 14. Et voilà, franchement, c'est l'un des fers de lance de cette équipe. Paolo Garpizzi qui s'en sort bien aussi. Et puis voilà, quelques joueurs qui arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu. Et que dire de Kobus Reinhardt qui voilà, en filou qu'il est, et reste très très bon. Donc voilà, l'effectif de Montpellier est bien équilibré malgré les blessures, hein. Il y a quand même des joueurs importants qui se sont blessés. Je pense notamment à Arthur Vincent. Donc voilà, les Montpelliérains 3e, ça va être dur de garder ce cap-là, mais ils peuvent complètement le faire. Et un Montpellier en phase finale, c'est complètement jouable. Merci Kenny pour cet avis. Voilà, c'était le petit bilan pour un peu réouvrir la page top 14 avant la reprise ce week-end. Et évidemment, on en parlera plus longuement avec les résultats la semaine prochaine. Et puis maintenant, on va profiter de notre invité, Laurent Cardona, 44 ans, dernière saison en tant qu'arbitre, j'allais dire professionnel, mais c'est semi-professionnel. Voilà, de top 14 et de Pro D2, plus de 150 matchs, on l'a déjà dit, 12 ans de carrière dans l'élite. Moi, je voulais tout simplement commencer cette petite interview pour te demander voilà, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'arbitrage, tout simplement. Bah écoute, quand j'avais 19 ans, bon, t'es jeune, t'es junior, je joue en balandrage, je crois, ou en crabot, pas en crabot, c'est en balandrage, ouais. Et j'avais l'impression d'être mal arbitré tous les week-ends. Donc, Comme tout joueur de rugby, finalement. voilà, surtout quand t'as 19 piges, tu sais, tu C'est penses ça. que la terre entière est contre toi et que tu sais tout. Donc, je parlais beaucoup, je jouais au numéro 9, donc je parlais beaucoup, je critiquais beaucoup les arbitres. Et en fait, je me suis dit, au lieu de critiquer le système, essaye de peut-être d'apporter quelque chose. Donc j'ai eu cette prétention de me dire que je vais passer à l'arbitrage pour apporter quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'arbitrage, par choix. Et dès les premiers matchs, je sentais que j'apportais quelque chose, si tu veux, aux équipes, au jeu. J'aimais beaucoup le jeu, forcément. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'arbitrage. Et puis j'ai continué après, derrière, jusqu'à l'âge alors j'étais joueur et arbitre entre 19 et 24 ans. Donc, c'est-à-dire que quand mon club jouait, ben, je jouais avec eux. Et quand le jour où je ne jouais pas, le samedi ou le dimanche, ben, j'allais arbitrer. Et à l'âge de 24 ans, sachant très bien que techniquement et physiquement, je n'irais pas plus haut que le Fédéral 2, eh ben, j'ai choisi, ou en tout cas, mes pères de l'arbitrage, c'était Didier Ménet à l'époque, qui m'a dit Laurent, tu as des capacités quand tu arbitres qui semblent être faites pour le haut niveau. Donc, par contre, il faut que tu choisisses. Tu ne peux pas jouer, arbitrer, atteindre le haut niveau. Tu es obligé de choisir entre les deux. Donc, j'ai arrêté de jouer à 24 ans. J'ai passé mon dernier diplôme, le diplôme fédéral qu'on a à l'arbitrage. Et après, je suis monté de catégorie chaque année. Donc, 3e division, 2e division fédérale, 1re division fédérale, Pro D2. J'ai fait 1 an et demi de Pro D2 et en janvier 2010, je suis arrivé en top 14. C'est un beau parcours, effectivement. C'est vrai qu'on peut pas. Il y a sur le chat, il y a Florian 14001 qui a mis un petit cocotte finalement. Apparemment, quand tu jouais, c'est que tu devais passer. Donc voilà, c'est avec le petit clin d'œil. Donc voilà, effectivement, Il a quand on raison. entend quelqu'un de râler, c'est vrai que maintenant il y a. Et c'est vrai que tu vas finir en même temps que cocotte d'ailleurs. Ça serait, c'est vrai. C'est Voilà, pas. c'est mon côté castré qui vient de se réveiller, Faudrait supporter de Castres qui. qu'il arbitre le dernier match de la saison à Castres. Enfin, il faudrait qu'il arbitre Castres sur le dernier match. C'est incroyable. Deux neufs qui finissent leur carrière. Non, il y en a un qui a, attends, il y en a un qui a une énorme carrière et pas l'autre, hein. Vraiment. Ah, ouais, mais bon, là, Moi, j'ai zéro prétention à être l'équivalent de Rory. J'ai joué 9 en deuxième division fédérale maximum, si tu veux. Donc, bon, je Et n'ai pas non plus. C'est pas la c'est quand carrière même de pas Rory mal. Cocotte. C'est vraiment, il est inégalable dans son jeu. Et justement, comment on devient arbitre au plus haut niveau? Justement, tu dis gravir les échelons, mais comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des diplômes, évidemment, mais est-ce que voilà, on est supervisé souvent? Est-ce qu'il y a des réunions, voilà, comment ça se passe exactement? Et bien, en fait, pour accéder au niveau
fédéral, donc c'est le diplôme d'arbitre fédéral qui existe, qui est le plus haut diplôme qu'on peut avoir. Et une fois que tu as atteint le niveau fédéral, donc tu peux arbitrer en 3e division fédérale. C'est vraiment ce qui se passe sur le terrain. Donc, tu es supervisé quasiment à tous les matchs. Donc, tu es vu par souvent un ancien arbitre qui n'a plus le sifflet et qui regarde les arbitres, la prestation des arbitres. Et c'est ces rapports-là, l'accumulation de ces rapports-là qui font des notes sur une saison. Et en fin de saison, les arbitres les mieux notés montent dans la catégorie supérieure ou ne montent pas parce que le comité de sélection juge qu'il faut encore 1 an d'apprentissage. Voilà. Un garçon comme Jérôme Garcès, qui est quand même l'arbitre ultime, puisqu'il a quand même c'est le seul arbitre français à avoir arbitré une finale de Coupe du Monde, est resté 7 ans en Fédéral 2. 7 saisons d'affilée en Fédéral 2. Donc, à un moment donné, il y a peut-être eu une erreur de casting, hein, attention. Peut-être que certains n'ont pas senti toute la classe et toute la puissance de l'arbitrage de Jérôme Garcès. Et donc, il est resté quand même bloqué 7 ans en Fédéral 2. Donc, voilà, tu vois. Donc, tous les arbitres n'ont pas la même progression. Alexandre Ruiz est aussi monté toutes les années d'une catégorie. Parce que moi, Alexandre Ruiz, la première fois que je l'ai vu arbitrer, il avait 16 ans. C'était sur un tournoi du côté d'Avignon, là-bas. Et déjà, à 16 ans, c'était clair que c'était un arbitre de haut niveau. Parce qu'il y avait un truc, quoi. Il y avait un truc, une façon de diriger, d'aimer le jeu, etc., etc. Donc voilà, tous les arbitres n'ont pas la même progression. Donc, ce n'est pas parce que tu restes plus 2 ans ou 3 ans en Fédéral 3 ou 5 ans en Fédéral 2 que tu ne peux pas être un arbitre de très haut niveau. Et ce n'est pas parce que tu commences l'arbitrage à l'âge de 35 ans que tu ne peux pas atteindre le haut niveau. Adrien Marbeau, qui est un arbitre qui est un joueur qui est de Tyros, et ben aujourd'hui, il a attaqué l'arbitrage assez tard. Aujourd'hui, il a démarré cette année en top 14. Alors, ce ne sera pas un arbitre international parce que malheureusement, son âge fait qu'il aura du mal à atteindre l'international, mais en tout cas, c'est un arbitre de top 14, même en ayant commencé tard. Alors, c'est mieux de commencer tôt si on veut espérer avoir une carrière internationale, mais il n'y a pas d'âge préconisé, quoi, en tout cas. C'est ça. Et est-ce que il te semble que tu apprends toujours et que tu évolues toujours dans ta carrière, même tu vois, cette année où tu entames ta dernière saison, est-ce que, voilà, même si c'est tes derniers matchs, tu essaies de toujours évoluer dans ton arbitrage, de t'améliorer finalement comme un joueur professionnel? Ah oui, non. Par contre, là, tu te mets en danger le jour où tu penses que tu sais tout et que tu es parfait. Très clairement. Ce jour-là, il n'arrivera jamais, ni dans la carrière d'un arbitre, ni dans la carrière d'un joueur. Tu te remettras toujours. C'est comme si qu'un Antoine Dupont, aujourd'hui, se disait c'est bon, je suis parfait, les gars, moi, je ne prends plus rien en entraînement. Oui. Non, je suis sûr que c'est un garçon qui travaille énormément pour rester à ce niveau-là et corriger probablement des imperfections que lui-même ou ses entraîneurs ont détectées, etc., etc., etc. Je ne sais pas lesquelles, je n'ai pas ce talent de pouvoir juger un garçon comme ça, mais voilà, c'est la même chose pour un arbitre. À aucun moment, tu te dis c'est bon, je suis en top 14, ou c'est bon, j'ai arbitré la finale de la Coupe du Monde, ou c'est bon, etc., etc. Non, c'est impossible. Il y a toujours des imperfections, puis il y a des saisons avec, il y a des saisons sans. Moi, c'est ma dernière saison, tu l'as dit, et je compte bien faire de cette saison-là l'une de mes meilleures saisons. Et pourtant, il y en a eu d'autres de très, très, très bonnes. Donc, voilà. En tout cas, mon objectif, en tout cas, c'est de faire probablement peut-être ma meilleure saison de toute ma carrière. En tout cas, je ne sortirai pas du système sans avoir tout fait pour que ce soit le cas. J'y arriverai pas, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je travaille, je m'entraîne, je travaille les matchs pour ça. Et chaque match, donc celui qui arrive, Toulouse-Brive samedi, est travaillé comme n'importe quel match que j'ai fait depuis le début de la saison et comme ceux qui viendront après. Donc voilà, hors de question que je galvaude en tout cas ma dernière saison et que je sorte par la petite porte. Je ne parle pas de match, sortir par la petite porte, je sors par la petite porte en termes de qualité d'arbitrage. Et justement, comment tu prépares tes matchs? Un joueur, il s'entraîne, tout ça. Toi, évidemment, il doit y avoir du physique, mais hormis le physique, où évidemment, vaut mieux pouvoir les suivre, les joueurs, comment tu prépares un match? Alors, dans ma carrière, il y a eu plusieurs phases de préparation de match. Il y a eu un moment où je préparais minutieusement les matchs, c'est-à-dire que j'analysais les équipes, séquence par séquence, limite joueur par joueur, etc., etc., etc. Et j'ai constaté par l'expérience que ça me donnait trop d'a priori sur des joueurs
qui pouvaient être totalement différents sur le match que j'arbitrais. Donc, j'ai ralenti cette analyse vidéo. Disons qu'avant match, ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais voir au minimum 2 matchs de chaque équipe pour voir leur stratégie de jeu. Je reste plus global. Je ne fais plus de l'analyse technique sur un joueur précisément, un talonneur, un deuxième ligne, un troisième ligne, etc. Je reste sur la stratégie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les formes de jeu qu'ils proposent et dans quel secteur de jeu. Je suis dans mes 30 mètres, je propose tel secteur. Je suis dans la zone bleue, comme ils appellent, en plein milieu du terrain. Et je suis dans la zone rouge, celle où ils peuvent aller marquer. Donc voilà, donc c'est ces formes de jeu qui vont m'intéresser. Donc, et après, bien évidemment, tu l'as dit aussi, beaucoup de préparation physique, parce qu'un arbitre court entre 8 et 10 km par match. Donc c'est énorme. Alors, ce n'est pas énorme de tenir 10 km. Tous ceux qui courent, ils disent 10 km, ça va, Laurent, tu vas t'en sortir. Oui, c'est vrai. Mais c'est un changement de course et une réflexion pendant 80 minutes. Et l'objectif de s'entraîner énormément, c'est de ne pas être fatigué dans le money time, parce que c'est là où se décident les matchs, généralement dans les 10-15 dernières minutes. Et là, il est hors de question d'être fatigué. Donc, l'objectif d'un arbitre, c'est de sortir de là, pas épuisé, parce que le corps humain, naturellement, il va pomper de l'oxygène pour pouvoir alimenter ses muscles. Et forcément, l'oxygène, il le prend où? Il le prend au niveau du cerveau. Et si tu es fatigué, tu es moins lucide. Et donc, forcément, en ayant moins d'oxygène, tu analyses moins bien les situations. Donc, c'est ça, s'entraîner, c'est pour rester lucide pendant 80 minutes, voire plus. Si, comme un Alexandre Ruiz l'année dernière, a un match qui dure 100 et quelques minutes sur un Biarritz-Bayonne absolument extraordinaire. Exactement. Et j'avais perdu ma question. Alors moi j'en ai Ah une, bah vas-y, une parfait, juste, parce que j'en avais une bonne, mais elle est partie. moi j'en ai une vite Moi fait. aussi, Moi j'en avais c'est pas par une, mais elle rapport est au, partie. au placement que vous avez sur le terrain. Comment vous définissez que sur une action vous allez vous placer à cet endroit du terrain, voilà, pour éviter de vous retrouver, voilà, de vous prendre des tampons. On voit souvent dans le Late Rugby Club, voilà, le bonus track, on voit souvent des arbitres qui prennent des petits tampons. Bon, c'est drôle parce que vous êtes quand même assez costaud, vous résistez quand même au choc la plupart du temps. Mais voilà, comment on se place par rapport à une action? Est-ce que vous apprenez ça au fur et à mesure, ou est-ce que en fait, voilà, c'est un coach, genre, et cette situation-là, il faut que je me place là par rapport à l'action? Ouais. Alors, quand tu es jeune arbitre, on t'apprend à te placer. C'est-à-dire qu'on te donne des placements de base. On t'apprend à. En fait, l'objectif d'un arbitre, c'est d'être toujours proche du ballon sans jamais le perdre de vue. Parce que c'est les moments où tu prends de mauvaises décisions, c'est au moment où tu perds le ballon de vue. Et c'est un objectif prioritaire, toujours, toujours, toujours avoir le ballon dans son champ de vision, toujours. Et ensuite, effectivement, tu apprends quand tu es jeune arbitre et tu apprends beaucoup en arbitrant et en montant avec l'expérience, les matchs, l'accumulation de matchs. Et au bout d'un moment, on arrive à avoir une fluidité qui nous permet de rentrer dans les défenses au bon moment. Et puis, avec l'expérience, tu devines les stratégies du numéro 9, tu devines les départs, petit côté, grand côté, etc. etc., etc. Donc, il y a de la base et après, il y a de l'expérience qui fait qu'on se fait de moins en moins prendre. Ça arrive encore, hein, malheureusement. Et souvent, quand arrive la période d'été, fin de saison, tu vois, mi-juin, fin juin, ça dépend de la finale top 14. Et puis, tu as un mois et demi où tu fais pas grand-chose. Donc, tu reprends l'entraînement environ 3 semaines avant la reprise du championnat. Et les premiers matchs amicaux sont très perturbants parce que c'est là où tu te plantes pas mal, tu vois. Les équipes essayent des trucs et toi, tu t'essayes aussi, quoi. Et là, tu as besoin de reprendre tes repères avant de vraiment retrouver ton placement fluide qui disparaît un petit peu, quoi. Ça revient vite, c'est comme le vélo, il n'y a pas de problème. Et là, c'était la dernière saison, du coup, où tu avais toute cette préparation physique. Je sais que vous faites des stages à Font-Romeu en début de saison. C'était la dernière fois, du coup, que tu t'y rendais. J'ai vu une interview de toi où tu disais que tu avais réalisé que tu avais un dernier, enfin que c'était un peu ton dernier test, même si j'ai appris qu'il y en avait un en janvier Ouais, et que ça va être le on me l'a dernier qui va, rappelé, ouais. il va bien piquer. Je me suis dit, merde, je me dis, tiens, c'est les derniers tests physiques, c'est cool. Ah non, non, janvier, le 11 et 12 janvier, les arbitres de haut niveau, top 14 Pro D2 réunis, seront à Marcoussis pour notre stage, forcément de début d'année cette fois-ci, non pas de début de saison. Et il y aura à nouveau effectivement une batterie de tests physiques et les arbitres de leur dernière année ne seront pas épargnés par cette batterie de tests physiques. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je compte sur Franck Massiello
et Mika, notre coach sportif. Et j'imagine qu'ils vont vous en faire baver et c'est normal. Faut que vous soyez prêts aussi. Mais tu disais, Kenny, Le foie gras. vous êtes prêts entre guillemets à encaisser les coups, mais quand même enfin, on voit et ça peut arriver des coups assez sévères. On n'est pas tous prêts à prendre Oui. Joe Tekori Non. lancé. Je pense que même des fois des joueurs ils sont pas forcément contents. Mais je voulais revenir sur les matchs. Est-ce que tu es débriefé après chaque match? Est-ce que vous avez un peu de... Tu parlais tout à l'heure que voilà dans les classes un petit peu plus bas, vous avez toujours un superviseur. Là, c'est pareil, même en top 14, il y a un superviseur et entre guillemets, vous avez un débrief du match assez rapidement ou juste des réunions comme tu m'as dit que tu avais eu un peu tout à l'heure où vous vous rassemblez tous et vous faites un petit peu le point sur vos performances. Alors, le système de supervision continue même en top 14. Les arbitres de top 14 sont supervisés tous les week-ends. Tous les arbitres de top 14 et tous les arbitres de Pro D2 sont supervisés. Il y a encore un système de classement, de notation, etc., qui détermine au final, en fin de saison, les arbitres qui feront des phases finales. Il faut bien un barème à un moment donné. On est obligé dans un groupe environ 16 arbitres de top 14, il faut bien à un moment donné créer une hiérarchie qui est valable, qui peut évoluer. Donc, chaque match est débriefé. C'est-à-dire qu'on a une plateforme où les matchs sont à l'intérieur. L'arbitre, le premier rôle, c'est l'arbitre lui-même qui débriefe sa propre prestation. L'objectif, c'est C'est de... pas dur, ça, justement, de s'auto-critiquer, entre guillemets. Bah, c'est la meilleure façon de savoir si l'arbitre a compris son match. S'il a fait des erreurs, est-ce qu'il les a comprises? Et ça, c'est super important de savoir se dire à soi-même, là, je me suis trompé, là, j'ai pris une bonne décision, mais j'ai pris une bonne décision parce que tel et tel et tel critère. Ensuite, ce feedback fait par l'arbitre est repris par le superviseur et il corrige. Il regarde si l'arbitre a compris son match et il lui dit, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, ce n'est pas une bonne décision, c'est une mauvaise décision pour tel et tel et tel critère. Et chaque match, il y a un travail entre 4 et 6 heures de vidéo fait par l'arbitre qui analyse sa performance, mais ça ne suffit pas, bien évidemment. On n'est pas là pour se congratuler et se dire on a été super bon, la vie est belle. Non, non, non. Après, c'est repris derrière. Et puis, il y a un travail de superviseur qui fait à peu près le même travail que nous. Et les deux rapports, les deux feedbacks se croisent. Et puis, finalement, il y a un consensus qui se fait à savoir si la performance est bonne ou pas. Justement, tu disais, c'est ta dernière saison, parce qu'il y a cette règle des 45 ans qui vous interdit d'arbitrer au-delà. Je sais que tu avais dit que tu l'as regretté un petit peu, toi si, enfin, que tu l'as regretté qu'elle est là, que c'est comme ça, mais que si tu avais pu continuer, tu l'aurais fait. Mais justement, maintenant, enfin, tu sais que c'est ta dernière saison, est-ce que tu apprécies un petit peu plus chaque match, surtout qu'en plus, cette année, il y a eu le retour du public. Est-ce que tu apprécies ou tu es vraiment encore très focus, entre guillemets, sur ta prestation et puis tu apprécieras peut-être plus tard, vraiment dans les derniers matchs. Et est-ce que tu as aussi comme objectif, deuxième question, voilà, tu disais qu'il y avait un classement national. Euh, Est-ce que tu as l'objectif de faire des phases finales, de finir un petit peu en apothéose, que ce soit de Pro D2 ou de Top 14? Est-ce que voilà, tu as un peu cet objectif-là voilà, pour finir sur une belle note quoi. Alors, je n'ai pas encore trop la tête à ma fin de saison, parce qu'on est qu'en première partie de saison. Tu vois, je suis encore vraiment focus sur la performance. Donc, je ne pense pas trop à fin juin. C'est pas encore mon truc. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas inclus dans ce bain-là. L'âge limite de 45 ans, oui, je la regrette. Mais au final, quand j'y pense, je me dis, tu sais, quand moi j'ai commencé en 2010 en top 14, probablement que s'il n'y avait pas eu cette règle de 45 ans pour l'ancienne génération, est-ce que j'aurais eu moi la chance de perforer à haut niveau? Donc si moi j'ai eu cette chance il y a 12 ans, il y a une jeune génération très talentueuse qui arrive et je pense qu'à un moment donné, la limite d'âge elle est là, il faut qu'elle existe. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien? Je ne pense pas que ce soit à nous les arbitres de le juger. Donc au final, elle est acceptée. Voilà, il faut bien à un moment donné sortir et l'idéal c'est de sortir par la grande porte. Donc pour répondre à la question, je suis incapable de te dire si je ferai des phases finales, etc., etc. Est-ce que je le mérite réellement? Est-ce que ma saison que je suis en train de faire apportera ces désignations-là? Je ne suis pas le garçon qui va juger ce genre de choses. Et je crois qu'il y a un comité de sélection dirigé par Franck Massiello, le patron des arbitres. C'est à eux de prendre cette décision. Moi, je prendrai ce qu'on me donnera. Et voilà, je sortirai du système d'arbitre de haut niveau
en toute quiétude, en ayant fait en tout cas, en ayant tenté de faire la meilleure saison possible. Et je pense que j'aurais fait le job, quoi. Et justement, on est un peu à la fin de ta carrière. Est-ce que tu as un meilleur souvenir en tant qu'arbitre voilà, un match où tu as un souvenir un peu impérissable de peut-être une anecdote ou quelque chose qui te revient de suite quand tu penses à ta carrière peut-être le premier match, peut-être voilà, quelque chose que voilà, il doit y en avoir des milliers, Ouais, il y en a, mais peut-être un qui revient un peu plus vite que les autres. Il y en a de nombreux. Il y en a de nombreux. J'ai fait un quart de finale, un barrage qui était de Montpellier-Castres, qui était un grand moment où Jack White m'avait. Il y avait une carence, il ne voulait pas faire sortir le joueur. Ça avait été compliqué, ça avait duré des minutes très très longues en plein barrage. Il ne connaissait pas la règle, donc bon, ça avait été un sketch mémorable. Donc ça, je m'en souviens très très bien. C'était Castres qui avait gagné, juste au cas où. Non, c'est pas Castres qui a gagné sur ce coup-là, non. Aïe, on arrête l'interview ici du coup. Et donc mon premier match, oui, forcément, c'est aussi. Mais quand on me pose cette question-là, j'ai un souvenir qui est complètement décalé par rapport au top 14, etc. J'ai fait 3 ans de World Series au niveau du 7. Et j'ai fait notamment un des tournois qui est très prestigieux dans ce World Series, c'est le Hong Kong. Ouais, le tournoi de Hong Kong qui dure 3 jours et un autre arbitre au Hong Kong Stadium. Et là, tu as 40 000 personnes dans le stade pendant 3 jours. Vraiment, je veux dire, les petits Chinois là-bas, ils adorent ça, quoi. Je veux dire, ils sont absolument accaparés. Et j'ai arbitré un match qui, rugbystiquement, très clairement, n'a aucune valeur. C'est Hong Kong-Chine. Et quand on connaît l'histoire des deux pays, l'histoire politique, enfin, je ne vais pas faire le déroulé de ces deux pays-là, qui se sont affrontés pendant 2 fois 7 minutes dans le stade, c'était incroyable. Alors, ça n'allait pas très vite en termes de rugby. C'était bien pour toi, ça, du coup. D'histoire, je suis très attaché à ce genre de choses, tu vois. Et en termes d'histoire, c'était incroyable. Donc ça, c'est un souvenir mémorable. Voilà. Hong Kong Stadium, 40 000 personnes. C'était extraordinaire. Donc c'est vraiment ce souvenir-là. Si j'en sors un, il y en a plein. Hein. Si j'en sors un, celui-là m'a marqué énormément dans une ambiance. C'est parfait. Tu réponds un peu. Il faut y aller au Hong Kong Stadium pour voir ce qui se passe pendant un World Series. C'est absolument extraordinaire. C'est parfait parce que tu réponds à la question d'un viewer qui s'appelle Jay Kerr, qui est supporter du Stade Toulousain, mais ça n'a pas trop à voir, mais qui demandait voilà, quelle enceinte en France ou même dans le monde voilà, tu avais préféré arbitrer. Donc voilà, ça nous donne la réponse. Le Hong Kong Stadium est très beau. J'ai arbitré dans beaucoup de stades au monde. Twickenham, c'est magnifique. Murrayfield, il faut y être, quoi. Je veux dire, c'est des stades qui respirent une histoire. J'avoue que Murrayfield, c'est mon prochain, ma prochaine conquête entre guillemets des stades. J'ai fait beaucoup de stades de top 14, mais c'est vrai que Murrayfield, j'ai fait le stade de France aussi pour des matchs bleus. Mais j'ai l'impression que Murrayfield, c'est à part, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a un truc que j'ai apprécié ce week-end, c'est la Marseillaise a cappella. C'est totalement copié des Écossais, hein, parce que les Écossais. Mais c'est vrai que c'est une nouveauté là depuis cette Autumn Nation Series là. Depuis cet automne, ouais. Ça c'est magnifique. Ça c'est exceptionnel. C'est une excellente idée. Entendre le Stade de France chanter la Marseillaise a cappella, sans aucun instrument, aucune trompette, rien. Mais ça c'est un moment. Mais au stade, je crois que j'en ai vibré, vraiment. Et les Écossais, leur hymne, quand tout s'arrête et que le stade chante. C'est merveilleux. Là, les poils. Un moment absolument extraordinaire de rugby, incroyable, quoi. Mais c'est tout le temps, en fait. Le truc, c'est que c'est tout le temps. Mais moi franchement, l'une des raisons pour lesquelles j'attends la 6 Nations, c'est parce que je me dis, il y a les matchs des Écossais, quand ils jouent à domicile, voilà, char de boule, le joueur à Scotland, c'est énorme. Il faut y être. Moi, la dernière fois que j'étais en Écosse, c'était quand la France a perdu pour le tournoi Destination juste avant la crise Covid. Hein, c'était le 8 mars 2020. 8 mars 2020, j'étais à Murrayfield. Bon, la France avait perdu. Ça ne nous a pas empêché de faire la bringue, je vous le dis, moi. Les Écossais. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, peu importe le résultat, au rugby, tu viens, le match, bon, on a perdu. Oh merde, on va boire autant de bière, c'est pas grave. Rappelons que, on va dire qu'en off, voilà, Laurent Cardona a bien fêté la victoire des Bleus. On est des rugbyman, de toute façon. C'est ça. C'est ça, il y a l'esprit. Joueur, arbitre, rugby, entraîneur, etc. Le cinéma dans la troisième mi-temps, c'est tous le même. Hein, je vous le dis. Du coup, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a ce lien encore
enfin ce lien, même si c'est professionnel et tout, ce lien entre, on va dire, ce rugby d'antan et entre joueurs et arbitres, ou ben voilà, Ouais. comme entre joueurs et adversaires, où voilà, pendant un match on peut ne pas être d'accord. J'imagine qu'il y a des joueurs que tu dois avoir plus cernés que d'autres, où ils sont souvent peut-être un peu pénibles sur le terrain, etc. Mais que lorsque le coup de sifflet, c'est d'autres personnes, entre guillemets, et vous vous retrouvez à boire, entre guillemets, quelques bières, et puis à Quand profiter on, ensemble. quand on rentre sur le terrain, le joueur est là pour faire son job, c'est-à-dire faire gagner son équipe et il essaye tous les stratagèmes possibles et imaginables, etc., etc. Et l'arbitre est là pour faire son job. Donc en fait, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc forcément, on ne peut pas tout le temps être d'accord. Donc on fait notre job pendant 80 minutes. Mais c'est typique rugby ça, quand ce job-là est terminé, que le match est terminé, on passe effectivement à autre chose. Moi, je me suis retrouvé dans des soirées avec des joueurs de rugby, alors pas forcément top 14, hein. Je me suis retrouvé dans des soirées dans des joueurs de clubs amateurs qui m'ont reconnu, forcément, c'est la télé qui fait ça, hein, avec qui j'ai passé des soirées extraordinaires. Type de rugby amateur, de troisième division, de je ne sais trop quel club. On a rigolé, chanté, voilà quoi. Et c'est ça le rugby. Et peut-être, hein, je vais te raconter une anecdote quand même. Allez, je te la dis. Samedi soir, On est preneur. match de l'équipe de France, ok, tout le monde la fête, tout ça, évidemment, tout le monde a envie de fêter la fête. Donc, j'atterris dans un bar, dont je vais taire le nom, parce que sinon tout le monde va y aller après. Et j'atterris dans un bar, avec lumière, etc., musique des années 80, enfin un truc où on s'éclate bien, où on chante, et il y a la Peña Bayona à 3h30 du matin, les mecs n'ont pas envie de se mettre par terre parce qu'il y a plein de bière, bon bref. Et il y a un mec, au bout de, je sais pas, bon, il était 1h du matin ou 1h30, bon peu importe, il y a un mec qui me dit, je peux te dire quelque chose? Je dis, ouais, quelque chose. Là. Il me dit, t'es le sosie de Laurent Cardona. Et là, on voit la lucidité de la troisième mi-temps. Là. Ouais, Ah, ouais. Moi, je le regarde, finalement, forcément, je rentre dans son jeu. Je dis, ah bon? Ouais. on me l'a Mais jamais heureusement que dit. c'est pas lui parce que je l'aime vraiment pas. Hein. Il dit ça comme ça. Il me dit, parce que moi, je suis du Stade français hein, et j'ai toujours l'impression qu'il arbitre contre nous, tout ça. Ah bon, je lui dis. Ah, c'est énorme. Je dis, ouais, t'as raison, moi, je suis d'accord avec toi. Hein, donc, vraiment. Et donc, je le laisse dans son truc. La soirée passe. Il est pas très loin parce que c'est un bar tout petit. Hein, donc, on n'était pas très loin, quoi. Nanani, nanana. Et puis, d'autres gens viennent, on discute, etc. Et au bout d'un moment, au bout d'une heure, 1h30, il revient à moi et me fait, mais en fait, c'est toi, Laurent Cardona. Oh là là. C'est exceptionnel. Bien joué, Julie. Et du coup, on a bu des bières toute la soirée. Ensemble, on a bien rigolé. C'est énorme. Ah, c'est Ah, mais énorme. Ouais, il me c'est- dit, je t'ai dit que j'aimais pas tout à l'heure, mais bon, en fait, je t'aime bien. T'es un mec sympa parce qu'on passe des bonnes soirées. Je dis, ok, d'accord. C'est ce qui s'appelle caresser dans le sens du poil. Voilà, c'est ça. Ouais, je trouve Non, ça mais c'est extraordinaire. énorme. C'est l'anecdote du samedi soir. Ouais. c'est ça, mais elle est exceptionnelle. Et justement, j'avais une petite question sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup, maintenant tu parlais de passer à la télé. Là, tu nous as donné une anecdote de vraie vie. Alors, en vraie vie, forcément, je pense que l'accueil des gens est forcément quand même bonne. Mais sur les réseaux sociaux, on voit des arbitres des fois se faire insulter. euh, Notamment sur Twitter, on en parlait un peu en off, que tu adores ce réseau social. Euh, Parce que pour le coup, Instagram, je pense pas trop, et Facebook encore moins, parce que c'est plus intime, on va dire. Euh, voilà, comment tu vois ça, voilà, la haine des fois qu'il peut y avoir. On a de la chance que ce soit le rugby, que c'est encore assez une bulle et voilà, assez petit, entre guillemets. Mais voilà, comment tu vois ça quand il y a les insultes que tu peux recevoir sur les réseaux, Bon, ça te si passe tu veux, au-dessus? alors très clairement, j'y apporte vraiment très peu d'importance. Mais si tu veux se cacher derrière son téléphone ou derrière son ordinateur pour insulter une autre tierce personne, je trouve ça d'un courage absolument extraordinaire. Sous un faux pseudo, généralement. Ouais, ouais, Oui. en plus, oui, généralement. Et la libéralisation de tout ça fait que, bon, donc au final, j'y apporte pas d'importance parce que je me dis que c'est pas des gens qui ont été dans des écoles de rugby. Parce que quand tu vas dans une école de rugby, tu apprends à 6-7 ans à jouer au ballon, tes entraîneurs, la première chose qu'ils t'apprennent, et ça c'est valable tout au long de ton évolution, t'apprennent à respecter l'arbitre, même s'il a tort. Et ça, c'est toutes les écoles de rugby qui apprennent ça, et c'est tous les éducateurs qui apprennent ça, parce que la genèse de notre sport, on est un sport de combat collectif. Et dans un sport de combat, la première règle, c'est on respecte l'arbitre. Je parle du rugby, je vais te parler de n'importe quel sport de combat, la boxe, le MMA, enfin, peu importe le sport de combat.
Je veux dire, l'arbitre est toujours ultra respecté et c'est comme ça parce que notre sport et notre éducation est faite comme ça. Donc au final, si tu veux, ça a zéro crédibilité, quoi. Ouais, je les reçois, hein, très clairement. J'ai mon téléphone, il y a des gens qui m'écrivent. T'as été nul, je sais pas quoi. Ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. J'y réponds pas l'importance et ça m'empêche pas de passer de bonnes soirées. Le petit vu qui va bien, Je, puis on passe je à autre pense que, chose. Vas-y, je Kenny. pense que le truc, c'est que si jamais c'est un acteur du rugby, que ce soit joueur, un membre du staff ou quelque chose comme ça, là par contre, s'il y a ça, là, ça peut peut-être devenir un peu plus problématique. Parce C'est que pas voilà, pareil. il est dans le voilà, là c'est dans le cas de rugby. C'est pas pareil. Mais il y en a pas. Non. Enfin, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a pas de Non, dirigeant ça qui envoie n'existe pas. directement des. Ah, voilà, oui, c'est ça. Après, il y a Un peut-être. acteur du rugby connu, etc. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un mec qui Oui, voilà. Oui, m'écrit voilà. toujours. Ça me paraissait bizarre. Oui, non, mais je dis juste Les que acteurs de rugby, non, ça n'existe pas. le problème serait différent si jamais c'était ce cas-là. Or, ce cas Ah oui. n'existe pas et Oui, heureusement, non, on croise là, les ça doigts pour que ça serait continue. extrêmement grave, d'ailleurs. Oui, Et puis, je pense que. Non, et puis eux, ils en reçoivent aussi, si tu veux. Donc, ils connaissent très, très bien le système. Parce qu'on parle des arbitres aujourd'hui. Mais un joueur qui n'a pas fait un très bon match, il se fait incendier par ses propres supporters. oui, Ah, mais ça c'est c'est. sûr, bien sûr. Incendier. Les joueurs ils se font défoncer. Les Bayonnais qui ont perdu le match de barrage, non, mais moi, j'ai discuté avec certains. Le téléphone, il a explosé d'insultes et de menaces et de ceci et de cela, quoi. Ouais, la passion On se rend pas attire la compte. haine un petit peu. La passion Ouais, attire c'est ça. complètement. Ouais, les mecs sont déraisonnables totalement. Alors, le Pays Basque, forcément, une terre de rugby, et des gens ancrés qui aiment ça, etc., etc. Donc des passionnés, quoi. Mais enfin, on parle des arbitres, mais les joueurs, entraîneurs compris, toute la sphère du rugby de haut niveau, elle en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux. Et je pense même que les arbitres sont épargnés là-dedans, quoi. Je veux dire, hein. Oui, Donc, je pense que c'est plus les joueurs qui sont ciblés que les arbitres. Les arbitres le sont forcément, mais quand il n'y a pas grand-chose à faire sortir, quand justement le match se joue à très peu de choses, mais ouais, clairement, non, ça, franchement, c'est. Enfin, après, les joueurs s'en foutent, comme nous, les arbitres, on s'en fout complètement. Ça, Pas une et donnée comment, très importante, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que je voulais poser la question parce que bon, certes, c'est pas le foot, mais des fois ça peut impacter, heureusement. Mais je me suis dit, voilà, je préfère poser la petite question parce que je sais aussi, on en a parlé en off, que t'hésites pas, par contre, quand il y a une question constructive, voilà, à répondre et à donner l'explication de ton choix. Mais voilà, ça c'est dans le bon sens. Et d'ailleurs, Clairement. s'il y Ouais, a des viewers qui disent, voilà, je suis pas d'accord avec une décision ou quoi, n'insultez pas, allez plutôt poser la question directement, il vous répondra ou ouais, il vous répondra pas, mais c'est plus intelligent de faire ça que d'aller insulter, ça servira à rien dans clairement. tous les cas. J'ai des amateurs du rugby, de rugby, peu importe leur région, qui m'écrivent. Voilà, ben, j'ai vu que vous aviez arbitré telle situation, etc., etc. Moi, j'ai pas compris. J'aurais peut-être pas sifflé en avant. Et là, je prends le temps de répondre. Très clairement, je prends le temps de répondre. Je prends le temps de répondre. Voilà, je donne mon avis. Après, on peut ne pas être d'accord au final, mais généralement, quand il y a une explication, généralement, c'est mieux compris et mieux entendu. Et c'est la force un peu du rugby et du micro-arbitre. C'est que comme on explique énormément nos décisions, du coup, une décision, même dans la vie courante, quand on prend une décision et qu'on l'explique et qu'on l'argumente, forcément, la décision passe mieux. Donc, c'est ce qui pose problème dans certains autres sports où il y a une décision de prise, personne ne sait pourquoi, et du coup, ben, ça crée de la frustration. Alors qu'au rugby, nous, ça fait 20 ans qu'on a un micro-arbitre, ça fait 20 ans qu'on explique ce qu'on siffle. Voilà. Et je trouve qu'une décision, quand elle est expliquée, elle est bien mieux comprise, et il y a moins de contestation, et sur les réseaux, c'est exactement la même chose. Ouais, parce que je pense qu'on voilà, on va pas passer au débat arbitrage foot rugby, ça c'est Non, 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 trop non, un non, débat. on va s'en Mais je passer, pense que on n'a pas tous les éléments de réponse, puis ouais, c'est on ouais, fera ça. rien. Mais je on n'a pense pas que tout dans les mains. On n'a pas tout dans les mains. le principal truc, c'est la pédagogie, quoi. C'est Ouais. vraiment au rugby, c'est voilà, c'est ce qui ressort souvent chez les arbitres, c'est cette pédagogie. C'est vraiment un truc primaire. Et je pense que c'est aussi l'un des vrais trucs qu'on doit vous enseigner à chaque fois au début de votre carrière d'arbitre. Voilà, c'est avoir cette pédagogie et être clair face aux joueurs que vous avez en face de vous. Ah, non, non, clairement. Ça fait partie du truc, quoi. Je veux dire, Mm. on n'est pas j'aime pas du tout le mot directeur de jeu, on n'est pas des gendarmes, quoi. On est des animateurs de jeu. Ça me correspond aux arbitres. Les arbitres sont là pour contribuer à la partie, quoi. Un bon arbitre, c'est quelqu'un qui a contribué forcément au jeu, je veux dire, à tout un tas de choses. Donc, ouais, des animateurs de jeu, ça nous va mieux.
Et la pédagogie fait partie du truc. Voilà, il ne faut pas trop de pédagogie. Hein. Quand on est au secteur pro, on n'est pas non plus des assistants maternels. C'est ça. Et une dernière question un peu sur l'arbitrage en lui-même, pour faire la transition aussi un petit peu sur ta vie future finalement, parce que 45 ans, il reste plein de choses à vivre et à faire finalement. Ah, il est pas à la moitié de sa vie. Hein. Exactement, et puis l'épargne n'est pas suffisante, entre guillemets, moi Non, j'imagine, même ça si je suffira pas. connais, Non. je connais pas ce que gagne un arbitre par mois, mais Oh, je je veux te dire, rassure, ça ne suffira pas. c'est pour ça que je m'en doutais. Euh, mais justement, est-ce que tu vas continuer à t'investir dans l'arbitrage ou alors tu vas totalement passer à autre chose et garder vraiment ce à quoi on va parler dans quelques secondes, vraiment juste tes activités extra rugby finalement. Alors, pour être tout à fait honnête, je suis en pleine réflexion de ça. A priori, je ne ferai plus rien dans l'arbitrage. D'accord, J'arrêterai totalement au 30 juin 2022 mes activités dans l'arbitrage et je ne prendrai aucun poste de quoi que ce soit. Voilà. d'accord. Je me suis déjà posé plusieurs fois la question. L'arbitrage donne beaucoup, mais prend beaucoup. Ouais, c'est très C'est-à-dire que chronophage. Les ouais, week-ends, l'arbitrage te prend tous les week-ends de toute ta vie, en fait. c'est ça. Et quand tu souhaites avoir une vie de famille, avoir des enfants que tu veux voir grandir, etc., 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 c'est totalement désastreux. Encore, il faut être tout à fait honnête. C'est une passion très égoïste, l'arbitrage. Il faut le comprendre, ça. C'est-à-dire qu'on travaille, généralement, les arbitres, pendant longtemps, tu es amateur. Moi, j'ai eu la chance de devenir semi-professionnel. Mais pendant longtemps, tu es amateur. Donc, ça veut dire que toute la semaine, tu bosses, peu importe le job. Et le week-end, tu prends ta voiture et tu vas faire des centaines de kilomètres pour diriger des rencontres. Donc, ça veut dire que ta famille, ta femme, si tu en as une, te voit pas de la semaine, puisque ça bosse, hein, tout le monde bosse, hein, c'est comme ça, il faut bien remplir le frigo. Et le week-end, au moment où vous profitez des tiens, etc., tu t'en vas. Donc, l'arbitrage te donne beaucoup, mais te prend beaucoup. Je suis très bien placé pour en parler. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut tourner la page, complètement la page, ou refermer même un livre. Et j'ai fait beaucoup de choses dans l'arbitrage, je ne regrette absolument rien. J'aurais voulu avoir plus, j'ai pas eu, parce que j'ai peut-être pas été assez bon à un moment donné. Voilà. Donc là, je me dirige plutôt sur rien du tout. Et effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, je vais m'occuper de mes activités professionnelles qui me prennent une part de mon temps très très importante. Et ça va continuer parce qu'il y a un développement assez important derrière. C'est ça, parce qu'on va en parler. Il y a une entreprise, un peu d'immobilier, donc on va en parler un petit peu. Mais du coup, par exemple, ce qu'a fait un peu Alexandre Ruiz, c'est pas du tout, voilà, intégrer un staff. Je sais que tu es d'Angoulême, c'est pas du tout quelque chose qui pourrait t'intéresser, quoi. S'il venait vers toi. Bah, ou alors, si ça se fait, ce sera peut-être sur une. Je n'ai pas de touche. Hein. Alors là, pour ceux qui se disent, tiens, il est en train de nous raconter qu'il va aller. J'ai de touche avec personne Ah non, non, personnellement. non, moi je pose Non, une non, non, mais question pour ceux qui regardent, théorique. pour ceux qui regardent l'émission, je veux dire, vous pourrez se dire, non, non, j'ai aucune touche sur personne. Personne m'a appelé pour me dire, tiens, Laurent, nous, on aimerait bien t'intégrer dans un staff après ta carrière. Je n'ai pas de touche. Je ne sais pas si ça m'intéresse, en fait, vraiment. Ou alors, à la rigueur, sur 2 ans, tu vois, histoire de tenter l'expérience. Mais je ne suis même pas sûr que ça me motive. C'est pas mon truc. Alexandre, c'est son truc. Ouais. Alexandre, il a passé ses diplômes. C'est pas un entraîneur c'est pas un arbitre qui a débarqué dans un staff. Alexandre, c'est un Oui, oui, bien sûr. entraîneur. Il entraînait en fédéral. C'est Il est c'est quelqu'un qui était diplômé, il est intéressé. plus diplômé que certains entraîneurs de top 14. Tu vois, lui, il les a passés ces concours. Alors que certains hauts niveaux, hauts gradés de l'entraîneur français n'ont pas de brassard rouge autour du bras. Alors qu'Alexandre, lui, il est diplômé pour l'avoir, ce brassard rouge. Et c'est pas rien parce qu'il faut aller le chercher. Donc Alexandre, être entraîneur pour lui, c'est toute sa vie. Son père l'est, lui il l'est maintenant, et je le sais, le connaissant intimement, que ça a été toujours plus important que l'arbitrage pour lui d'entraîner. Donc son choix, pour ceux qui le connaissent bien, n'est absolument pas une surprise, absolument pas une surprise. Il a eu l'opportunité de rentrer dans un club, dans un staff professionnel, à côté de chez lui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un Biterrois à la base. Oui. C'est juste exceptionnel. C'est quand même rare et exceptionnel. Donc il a accepté et voilà, c'est pas surprenant. Donc moi je suis pas comme lui. J'ai pas cette attirance-là pour l'entraînement et la passion de passer des heures devant mon écran vidéo pour analyser la phase de plaquage de telle équipe et telle équipe. C'est pas super mon truc. Quoi. Parfait. Et du coup, voilà ce que je disais, on va passer un petit peu à la vie extra rugby. Tu as travaillé du coup longtemps dans le secteur de l'automobile. Ouais. Tu es passé à Renault, puis tu étais directeur de service après-vente de Peugeot.
Donc voilà, C'est ça. pendant un petit moment, je me suis Ici renseigné à un petit peu. Angoulême, ouais. C'est Je pour me ça que je suis, suis arrivé à Angoulême il y a 6 ans, exact. c'est ça, je me suis un petit peu renseigné. Puis, euh, première question, c'est est-ce que c'est difficile de concilier ben voilà, l'arbitrage et une activité à côté? Parce que voilà, tu disais que c'était très chronophage finalement d'être arbitre semi-professionnel, professionnel, peu importe. Enfin non, pas peu importe, parce que sinon tu travaillerais pas à côté. Mais est-ce que c'est voilà, c'est difficile d'allier les deux? Et voilà, comment ça se passe durant toute une carrière? Tu divorces 2 fois, voilà, parce que tes femmes ne te supportent plus au bout d'un moment. Parce qu'avoir un mari qui n'est jamais là, c'est jamais un mari simple. Donc en gros, c'est ça, quoi. C'est c'est un métier passion égoïste. Donc, moi, j'étais cadre chez Renault et chez Peugeot. Donc, tu sais bien ce que c'est un cadre. Enfin, pour ceux qui le connaissent, un cadre dans une entreprise, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup déjà, qui donne Bah beaucoup ouais, de justement, c'est quand entreprise. j'ai vu que c'était directeur du service après-vente, tu vois, j'ai dit c'est quand même un rôle important. C'est-à-dire que C'est plus ça. l'arbitrage, et en plus là de nous avoir dit voilà, que ça demandait 6 heures de revisionnage, puis après, plus la préparation, que ce soit physique et entre guillemets, après analyser les équipes, bah, je me suis dit voilà, c'est quand même, entre guillemets, avec ces deux jobs-là réunis, c'est extrêmement prenant, quoi. Ouais, c'est extrêmement prenant. C'est non-stop. C'est non-stop. C'est toute la semaine de travail. Dans cette semaine de travail-là, il faut, tu l'as dit, analyse vidéo, analyse technique, entraînement physique, parce qu'on ne te pardonne rien, hein. Quand les tests physiques arrivent, que tu sois. Moi, je suis semi-professionnel, donc j'ai du temps payé par la Fédération française de rugby pour pouvoir m'entraîner. Mais prenons un Thomas Charabas, qui est médecin urgentiste à l'hôpital de Bayonne. Enfin, on sait ce que c'est un médecin urgentiste. On connaît son activité, on connaît ses heures de travail, on connaît ses gardes de 48 heures, etc., etc., etc. Et on demande à un Thomas Charabas d'être aussi performant qu'un Laurent Cardona semi-professionnel, qu'un Mathieu Rénal arbitre professionnel totalement. Donc il y a une inégalité dans le traitement des arbitres qui est pour moi pas normale. Et donc Thomas, je sais qu'il a beaucoup de mal à concilier les deux, arbitre de haut niveau et son job de médecin urgentiste à l'hôpital de Bayonne. Donc, euh, donc ouais, c'est difficile, ça prend beaucoup de temps, c'est un métier égoïste d'être arbitre. L'arbitrage, je te l'ai dit tout à l'heure, m'a beaucoup donné, mais m'a beaucoup pris. En tout cas, m'a pris tous mes week-ends depuis l'âge de 19 ans, donc depuis pas mal d'années, depuis 25 ans. Donc, ouais, c'est un métier. Quand tu deviens semi-pro, au final, ça te soulage un peu, mais les week-ends, c'est toujours pas là, hein. Oui, ça change finalement pas le Et samedi ou tu le loupes tout, dimanche. hein. Tu loupes les anniversaires, tu loupes les anniversaires de tes enfants, tu loupes les événements de famille, tu loupes. Et maintenant, quand tu es en top 14, tu loupes même Noël et le jour de l'an. Comme ça, moi, je suis Ouais, tranquille, puisqu'il y a une journée le 26 et une journée le 1er. Oui. Donc ouais. C'est Ah ouais, sacrifice sur et, sacrifice sur sacrifice en fait. ouais, c'est un métier sacrifice. Et je ne regrette rien. Moi, je ne regrette rien. Ce que j'ai fait, si je dois le refaire, je le referai pareil. Et c'est très égoïste ce que je suis en train de dire. Très, très égoïste. Mais c'est un métier la passion est passion. au-dessus de Quand tout. on y est, voilà, quand on y est, quand on aime ça, quoi. On aime ça vraiment. Voilà, mais Et il a du fallu coup, faire des sacrifices et c'est des ça. concessions. Et au-delà de l'arbitrage, tu t'es lancé dans l'immobilier dans un premier temps. Et en 2019, tu as ouvert ta première agence immobilière franchisée Habitea, si je me trompe pas. Si Ouais. je me trompe, ouais, c'est ça. À Puy-Moyen, donc en 2019. C'est juste à côté d'Angoulême, ouais, ouais. C'est une C'est commune ça. limitrophe d'Angoulême, ouais. Et en janvier 2020, une deuxième à Saintes, donc en Charente-Maritime. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'immobilier? Est-ce que c'est tes études que tu as pu faire ou c'est aussi voilà, quelque chose qui pouvait aussi ben, se marier avec le rugby? Et deuxième question, c'est ouvrir en janvier 2020, parce que ça n'a pas été aussi trop compliqué, parce qu'il y a eu quand même un petit virus qui nous a gênés, gênés pendant plus d'un an et qui nous gêne encore. Donc Tout voilà, petit virus. ces deux petites questions. L'immobilier est un métier, là aussi, un métier passion. Moi, je travaille beaucoup à la passion. C'est-à-dire que j'aime la pierre. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est quelque chose qui ne perd jamais, quasiment jamais de valeur. Puis quand tu vends une maison à quelqu'un, tu lui vends un projet de vie. Enfin, je veux dire, encore une fois, je parlais d'histoire tout à l'heure. Je suis très attaché à ça. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'immobilier. Je n'avais pas de formation particulière. La franchise Habitea m'a permis de me développer dans ce métier-là, de me donner accès à l'ouverture d'une agence immobilière
par leur système de formation, par tout un tas de choses. Donc oui, j'ai suivi beaucoup d'heures de formation pour pouvoir ouvrir ma première agence. La deuxième est arrivée très vite parce que sur le secteur de Charente-Maritime, il y a aussi du travail à faire. Et là, je suis en train d'ouvrir ma troisième agence immobilière qui est dans le sud de Charente, qui est sur une petite commune très sympathique, très charmante qui s'appelle Opter-sur-Drône. C'est le sud de Charente, c'est des maisons en pierre, c'est beaucoup de cachets, beaucoup de valeurs, très prisées. Donc voilà, donc pour les agences immobilières, voilà pourquoi j'ai créé ces agences. J'ai créé ces agences en Charente de par une franchise dont le siège est à Marseille. D'accord. Et qui du coup se développent, j'ai vu qu'ils en ont quand même à peu près partout. Ils se Ouais. développent quand même pas mal partout en France. Et du coup, ouais, le Covid n'a pas trop gêné. Et justement, enfin, j'avoue que j'ai des amis dans l'immobilier aussi, dans le Lot, donc aussi dans des petits patelins et tout ça. Euh, Est-ce que toi aussi, tu as ressenti voilà, l'impact du Covid maintenant à la relance, entre guillemets, où beaucoup de gens veulent partir des villes et un peu On aller un peu plus au ne va calme, pas se quoi. le cacher là-dessus, l'immobilier est un secteur qui a profité de la crise. C'est ce Faut qu'on m'a dit. C'est faut pour être ça que tout à je fait voulais clair et vérifier. Mais sincère. Aujourd'hui, aucun agent immobilier ne peut dire que le Covid a été mauvais pour son activité. Aucun. Parce que ça a créé une mouvance, ça a créé un changement de vision de la part des personnes où, avant Covid, la priorité c'était je veux être à côté de mon travail et mon habitation ne me sert que quelques heures par jour. C'était ça la doctrine. oui, sauf que c'est Et devenu le un Covid plein est temps. arrivé et on a tous été enfermés chez nous pendant 2 mois. Alors, ceux qui avaient de jolis appartements à quelques mètres ou à quelques stations de métro de leur travail se sont retrouvés bloqués avec souvent des enfants qui montaient au rideau au bout de 3 jours de confinement. Donc, imaginez 2 mois. Et quand on a été libéré, parce qu'on peut le dire comme ça, hein, quand on a été libéré, la doctrine a totalement changé. Les gens, le télétravail est intervenu, c'est pas rien. Et donc, il fallait des maisons ou des habitations avec de l'espace et surtout de l'espace extérieur parce que quelque part, tout le monde au fond de soi avait peur qu'on retombe un jour dans ces confinements. Et du coup, comme ça a totalement changé, ça a créé un mouvement énorme. Puis certains, beaucoup ont changé de vie. Il y a eu énormément de séparations de couples qui a généré un marché de l'immobilier. Voilà, les gens ont compris qu'ils ne supportaient pas quand ils sont restés enfermés 2 mois. Il y a eu tout un tas de critères où des gens qui ont totalement voulu changer de vie. Moi, j'ai des amis autour de moi, je connais beaucoup de monde qui ont changé totalement de vie après le confinement complet. Donc tout ça, tous ces facteurs-là, ont créé une mouvance dans le marché de l'immobilier pour des communes comme la nôtre, comme des secteurs comme la Charente, qui n'est pas un secteur de front de mer, qui est en deuxième ligne par rapport à la Charente-Maritime, qui a créé une mouvance énorme. Et puis la ville d'Angoulême est une ville très agréable à vivre. Il y a de l'emploi, il y a de la culture, il y a une facilité d'accès grâce à la ligne TGV, LGV même, une facilité routière. Donc en Charente en tout cas, et dans d'autres secteurs, le marché de l'immobilier a explosé en termes de mouvance. J'ai fait des scores depuis 3 ans de vente de transactions de maisons que jamais, et certains de mes confrères qui sont là depuis plus d'une quinzaine d'années, n'avaient quasiment jamais vu. Et on va parler d'un autre projet qui doit te tenir peut-être encore plus à cœur si c'est possible, mais parce que c'est en plus un projet familial au-delà d'être un projet professionnel. C'est la création de JL Bro Nutrition, une entreprise donc JL Jonathan Laurent, donc les deux frères de la famille Cardona, du coup, si je résume bien. Bro, C'est ça. j'imagine que c'est pour Brother. Et Nutrition. Donc voilà, c'est une entreprise dédiée à la nutrition sportive. Donc voilà, je vais vous mettre le site dès que j'aurai fini, que j'aurai posé la question. Comme ça, tout le monde pourra un petit peu voir ce qu'est JL Bro Nutrition. Comment est né ce projet? Quand il est né? Parce que j'avoue que je l'avais noté, mais je sais plus. Et voilà, comment il est né, pourquoi et dans quelle envie. Et est-ce que le rugby t'a donné aussi envie et a pu te servir dans cette création d'entreprise? Le projet est né pendant le confinement 2020. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant le confinement 2020. Alors, mon frère et moi, Jonathan et moi, alors en fait, on est 3 frères normalement. On en a perdu un assez jeune, il avait 40 ans. On a perdu nos parents assez jeunes aussi.
Donc, on s'est retrouvés un peu isolés, Jonathan et moi, après avoir eu ces petits soucis familiaux, on va le prendre comme ça. Et lui habitait à Fréjus et moi, j'habitais à Angoulême. Et donc, du coup, étant les deux derniers piliers de notre famille, on avait j'ai toujours été fusionnel avec mon petit frère, parce que c'est mon petit frère, Jonathan. Et on avait cette volonté de créer quelque chose ensemble. À un moment donné, il a failli ouvrir une agence immobilière. Lui, il est du monde du sport, salle de fitness. Hein. Il a été directeur de salle de fitness, de 3 salles de fitness dans le sud de la France, à Fréjus, pendant plus de 10 ans. Donc, il connaît bien le monde de la nutrition sportive. C'est vraiment un domaine qu'il maîtrise. Et puis moi, mon côté arbitre de rugby qui apporte un peu l'image et mon côté entrepreneuriat, puisque j'avais créé mes agences immobilières. Donc, je savais le monde de l'entreprise et le monde de l'entrepreneuriat. Je connaissais un petit rayon, on va dire. Donc, si tu veux, ces compétences-là, ces 2 compétences-là nous paraissaient totalement synchro pour pouvoir créer JL Pro Nutrition. Et le pari, c'était à Angoulême. Parce que finalement, c'est ça le pari, c'est d'ouvrir une enseigne de nutrition sportive dans une ville qui ne paraît pas la ville la plus sportive de France, etc., etc. Mais malgré tout, on savait, il y avait des facteurs très encourageants du monde du sport qui nous disaient que si ça fonctionnait en Angoulême, c'était un projet ou en tout cas une image de marque qu'on pouvait exporter partout. Et donc ça fonctionne en Angoulême. JL Pro Nutrition fonctionne très très bien en Angoulême. On a beaucoup de sportifs en Angoulême qui viennent nous voir, sachant que notre enseigne ne s'adresse pas qu'aux sportifs, s'adresse aussi juste aux personnes qui souhaitent rééquilibrer leur alimentation, parce que chacune de nos enseignes comporte un diététicien nutritionniste présent en magasin. Donc voilà, on donne en plus du conseil. On ne vend pas que des produits, on donne aussi des conseils d'un professionnel diplômé. Et donc l'enseigne s'est ouverte à Angoulême. 1 an plus tard, elle est présente à Bègles et elle est présente à Mérignac. Et on a un plan de développement qui va nous amener à La Rochelle, Poitiers, Tours et Bayonne sur les 4 prochains points de vente. Toute la côte ouest va être occupée on va de déjà JL faire la Pro côte Nutrition. ouest, et après il y a un plan de développement encore plus important derrière qui attend JL Bro Nutrition dans le développement. Et ça va, JL Bro est une marque à part entière. D'accord, ben voilà, je suis très content en tout cas de pouvoir en parler parce que je sais c'est aussi important. On a parlé de rugby beaucoup, mais il y a une vie après le rugby, comme pour les athlètes qui font autre chose. Mais vous, les arbitres, vous avez aussi une vie à côté. Et je trouve ça ultra bien de développer ça aussi, ce côté professionnel, parce qu'on a beaucoup parlé de rugby, mais c'est aussi ça, ben, ta vie maintenant du coup. Et puis de plus en plus finalement, tu te diriges vers ça, et puis de voir comment ça marche bien, ben, ça fait plaisir. Et est-ce que tu te sers aussi beaucoup de tes réseaux parce que vous avez des lieux physiques, mais aussi voilà, grâce à Internet et à tes réseaux, vous arrivez à bien à communiquer et Tout à fait. finalement à vendre votre produit, quoi, finalement. Ouais, tout à fait. Alors, mon réseau rugby me sert. Mon réseau club ne me sert pas, en tout cas du haut niveau, parce que je me refuse totalement de créer quoi que ce soit avec aucun club, ni de Pro D2, ni de Top 14, ce qui me paraît tout à fait Pour, logique et pour normal l'instant, pour pour l'instant. l'instant, ou oui, voilà. Pour l'instant, jusqu'au 30 juin, en tout cas, Ouais, ce sera ouais, comme ça. très bien. Non, mais je préférais demander que voilà. Non. Pour l'instant, je garde la barrière. Voilà, aucun joueur n'a été approché par JL Nutrition et pour être une image de marque, etc., etc. Parce que j'ai un devoir de réserve qui est très très important et auquel je tiens. Et finalement, oui, mon image d'arbitre de top 14 nous a forcément servi à un moment donné et nous sert encore pour développer la marque. Et la faire traverser plusieurs régions de France. Et voilà, dans son plan de développement, oui, forcément, ça a eu un impact assez important, très clairement. Kenny, peut-être une question sur JL Bro ou sur autre chose. Est-ce qu'il te reste Non, une mais question? je regardais le site. Je regardais le site, je vais voir ce qu'il y a. Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que je pense que voilà, encore une fois, dans le sport, même dans son ensemble, voilà, cette après-carrière, il faut vraiment le préparer en amont pour Ouais, éviter de se retrouver voilà, très important. Faut pas rêver parce que en porte-à-faux. à un moment donné, quand tu quittes le circuit, les lumières des stades vont s'éteindre et tu deviens plus personne au bout de 6 mois. C'est ça. Et les joueurs qui ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont harcelés par les journalistes, harcelés par les invitations, et puis du jour au lendemain, tu es harcelé par plus personne, par tes enfants qui te courent après, quoi.
Et ça, c'est valable pour tous les joueurs. J'ai participé avec Aubin Weber jeudi de la semaine dernière, ou mercredi de la semaine dernière, bref. Il anime ce genre de choses avec l'après-carrière pour les sportifs de haut niveau. Donc, je faisais partie des invités et j'avais des joueurs autour de moi qui parlaient de leur. Voilà, et la préparation de l'après-carrière est très importante. L'accompagnement du joueur professionnel, ils le disent tous. Ils le disent, voilà, les journalistes, les sollicitations dans les soirées, dans les ceci, dans les cela, dans les événements. Et puis, du jour au lendemain, terminé. Le téléphone arrête de sonner. Mais c'est normal et il faut l'accepter. Enfin, je veux dire, ça fait partie du business, quoi. Ça fait partie du job. Tu es sollicité, etc., etc. Et puis 6 mois, 1 an plus tard, tu es devenu quelqu'un de normal. Et il faut l'accepter. À la base, on est tous des gens normaux. À un moment donné, le rugby nous met en lumière. Mais ça reste une période éphémère. Il faut en être conscient. C'est pas la vraie vie, quoi. Je veux dire, c'est pas la vraie vie d'être joueur de rugby de haut niveau. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est quand on se lève le matin à 5 heures, qu'on va bosser, qu'on va taffer, qu'on gagne de l'argent parce qu'on produit un travail énorme. Ça, c'est la vraie vie. La carrière rugby, il faut en profiter. La carrière joueur de n'importe quel, il faut en profiter. Mais il faut être très conscient que c'est une courte période et que ce n'est pas la vraie vie. C'est ça. Et dans le chat, n'hésitez pas, si vous avez une dernière question, voilà, parce qu'on va pas non plus le retenir jusqu'à 23h. Il a une vie derrière et des entreprises à faire tourner, justement. On a fait une belle émission déjà, plus longue que prévu, mais c'est vrai que quand, voilà, je pense que on a avec Kenny une passion, voilà, pour s'intéresser aussi aux personnes. Et toi, tu nous l'as bien rendu. Donc voilà, c'est vrai que ça a bien matché. Et voilà, j'espère que dans le chat, vous avez aimé autant que nous l'émission. Je pense que Kenny t'a Non, bien apprécié. Et j'espère que Laurent c'était aussi. très intéressant. Ah non, c'est un plaisir. De toute façon, échanger sur ces aspects-là, c'est toujours un plaisir. J'aime Voilà. beaucoup. Il y a Florian qui était le premier dans le chat et qui sera peut-être l'un des derniers, mais voilà, qui te remercie de ta venue. C'est vrai que nous, c'est une toute jeune chaîne et on essaie voilà, d'avoir voilà, des bons clients, entre guillemets, pour nous. Je suis un bon client. Ouais. Pour les journalistes, généralement, ils aiment ça. Ils aiment utiliser. Laurent Ouais, c'est Cardona, ça. c'est un bon client quand on Mais l'invite. là, Oui. au-delà, moi, du journaliste que je suis, c'est plus voilà, le passionné de rugby là, qui parle dans cette émission. Et c'est vrai que voilà, on prépare, c'est vrai, une grosse émission quand même à notre niveau. Mais voilà, c'est ça qui est assez passionnant, c'est quand tout se passe bien comme aujourd'hui, ce qui est assez rare parce que j'avoue qu'on a eu zéro problème, et ça, c'est un petit événement, Kenny. Ouais, Ça Euh, s'améliore, ça s'améliore. C'est ça la progression. c'est ça, et du coup, voilà, c'était vraiment très sympa. Et donc, on va dire au revoir au chat. On va passer le récap, on le fait pas, on a duré très longtemps aujourd'hui. Donc, le récap transfert, c'est pas grave. Vous avez toute l'actualité, de toute façon, on va pas vous mentir. Vous allez sur le Midi Olympique, sur RMC, vous aurez tout. Donc, Ah oui. nous, on vous fait un petit résumé, mais promis, vous l'aurez la semaine prochaine. Euh, on vous remercie. Merci Kenny, merci Laurent. C'est moi qui vous remercie du temps que vous m'avez Merci accordé. beaucoup, Laurent. Avec Plaisir. plaisir. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée.